Imaginez que vous soyez un homme qui a passé toute sa vie à aider les autres à s'élever. Il a donné sa force, ses opportunités, tout ce qu'il avait, à ceux en qui il avait le plus confiance. Mais juste au moment où il s'apprêtait à atteindre le sommet de sa vie, ces mêmes 9 impératrices pour lesquelles il avait tout sacrifié, se sont liguées contre lui, et l'ont laissé mourir. Le destin, cependant, lui accorda une seconde chance. Il ne mourut pas. Il régressa et retourna dans le passé. Et lui n'était pas le seul, les 9 impératrices revinrent elles aussi, avec tous leurs souvenirs. Mais cette fois-ci, l'histoire ne parle pas de survie. Cette fois-ci, la question est simple. Jusqu'où pouvez-vous tous vous élever? On nous montre la scène du sommet, située tout en haut des 9 cieux. La verdure s'étend à perte de vue. Les montagnes resplendissantes brillent et l'énergie spirituelle flotte dans le ciel, élevant cet endroit à un tout autre niveau. L'atmosphère est si calme et si belle qu'on a l'impression que cette terre n'a jamais été destinée aux humains ordinaires. Près de l'énorme porte d'une secte luxueuse, debout sur ce sommet, un vieil homme annonce haut et fort qu'aujourd'hui, notre vénérable aux 9 vies prouvera son Tao et atteindra la sagesse par l'ascension. Il déclare qu'après avoir atteint la sagesse, il occupera la place qu'il mérite pleinement au sein des 9 cieux. Cela, dit-il, n'est pas seulement une bénédiction pour lui, mais pour toute la secte et tous ses membres. Le vieil homme poursuit en disant qu'aujourd'hui, vous allez assister à un moment que vous ne reverrez peut-être jamais de votre vie. Ce sera un exploit monumental, et pouvoir l'observer de vos propres yeux sera votre plus grande chance. Puis il proclame, avec respect, que nous devons accueillir notre vénérable des 9 vies et commencer l'épreuve. Dès qu'il a fini de parler, l'imposante porte de la secte s'ouvre lentement, et notre héros en sort avec ses reines. Sa démarche, son expression et toute son aura sont si stables et puissantes que la foule environnante se tait automatiquement. Honnêtement, à première vue, sa présence ne semble pas du tout désagréable. Au contraire, elle crée une pression d'un autre genre. Mais certains disciples se tenant derrière, voyant la grandeur du héros, commencent à échanger des commentaires grossiers à voix basse. En entendant cela, les anciens à proximité se montrent immédiatement sévères et les réprimandent avec colère, leur ordonnant de se taire et d'apprendre à respecter leurs aînés. Les anciens préviennent clairement que si cet homme venait à changer d'avis, ne serait-ce qu'un peu, son pouvoir est si terrifiant, qu'il pourrait à lui seul anéantir tout leur clan. Il leur rappelle que par le passé, il a combattu le clan Yao à lui seul et a même anéanti tout le domaine démoniaque par ses propres moyens. En entendant cela, les visages des disciples pâlissent et le silence s'installe partout. Pendant ce temps, la tribulation a pleinement commencé. Le ciel gronde, la foudre frappe, et toute la zone se remplit d'énergie de tribulation. Notre personnage principal, sans aucune hésitation, marche avec assurance, droit vers le centre de la tribulation, la défiant directement, sans montrer le moindre signe de peur ou de doute. Tous ceux qui assistent à la scène sont stupéfaits. Puis soudain, de l'intérieur de la tribulation, une silhouette d'un vieillard émerge lentement. Sa simple présence rend l'atmosphère plus pesante. Voyant cela, même le héros est brièvement surpris, car une telle scène est rarement observée. Une jeune fille dit d'une voix tremblante qu'il s'agit du vénérable Gujing, l'une des épreuves les plus redoutables existant depuis des siècles. Beaucoup de gens prennent peur, mais certains anciens croient toujours que notre vénérable aux 9 vies est invincible, et qu'aucune tribulation ne peut l'arrêter. Calme, le héros demande à Gujing s'ils doivent commencer le combat. Gujing, impassible, répond commençons. Le combat commence. Leur affrontement est si intense que même l'espace commence à se déformer. Des explosions résonnent, des lumières clignotent, et on a l'impression que le ciel lui-même va se briser. Pourtant, curieusement, les impératrices derrière le héros ne montrent aucun signe d'inquiétude. Leurs expressions restent impassibles. Au contraire, elles se chuchotent, qu'elles attendaient ce moment depuis longtemps. Leurs paroles ne traduisent pas la peur, mais une étrange assurance. Puis Gujing utilise le Tao du temps. Les anciens deviennent sérieux et expliquent qu'en raison de cette technique, les clones de Gujing voyageront à travers de multiples lignes temporelles et traqueront le héros dans chacune d'elles. Si Gujing réussit ne serait-ce que dans une seule ligne temporelle, le corps réel du héros ici subira des dommages mortels. La tension se répand partout. En voyant ce geste, le visage d'une impératrice change étrangement, et une aura maléfique semble s'échapper d'elle, comme si sa véritable intention ne pouvait plus rester cachée. Pourtant, le héros reste calme et dit avec désinvolture que ce coup est en effet impressionnant. Puis il ajoute qu'il doit s'excuser, car dans chaque ligne temporelle, il a toujours été une existence sans égale. Mais Gujing révèle qu'il a déjà détruit le héros dans toutes les lignes temporelles. Riant froidement, il se moque de lui pour s'être vanté, et dit qu'il l'a tué à chaque époque. En entendant cela, le héros a l'impression que son âme a été transpercée. Son corps tremble, ses forces s'évanouissent, et il s'effondre au sol, gravement blessé, ne comprenant pas comment cela a pu arriver. Gujing explique que bien que la force du héros soit extraordinaire, le yin-yang Dao dévorant Gus était déjà enraciné à l'intérieur de son corps. C'est pourquoi Gujing a pu le tuer si facilement dans chaque ligne temporelle. Le héros comprend soudain la vérité et se tourne lentement vers ses impératrices. D'une voix grave, il demande « Ne me dites pas que vous ne saviez rien de tout cela ». Mais le spectacle qui s'offre à lui est terrifiant. Toutes les impératrices éclatent de rire, comme si sa détresse était une plaisanterie. On apprend que ce Gu est sans forme et ne peut être implanté que par l'union du yin et du yang. Gujing dit froidement que le résultat était clair dès le début.
Il savait que le héros accordait une grande importance à la loyauté et aux sentiments, et que ces femmes censées qu'il aimait l'avaient trahi. Une impératrice rit bruyamment et dit qu'il n'y a jamais eu d'amour. Elle ne vivait que dans la terreur à cause de son pouvoir et voulait la liberté. Une autre lui rappelle les annuaires téléphoniques et dit qu'elle aurait pu mener une vie normale et heureuse sans lui. L'atmosphère change complètement. Les impératrices activent leur pouvoir pour le tuer, déformant tous les faits pour se présenter comme des victimes et lui comme un démon. L'esprit du maître de cérémonie se brise. La rage et la douleur brûlent dans ses yeux. Il rugit que sans lui, aucune d'entre elles n'aurait même pu prétendre au titre d'impératrice. Il les avait traitées mieux que des êtres humains, sans jamais imaginer une telle trahison. Alors qu'il s'apprête à les attaquer, Gu Jing le frappe par derrière. Le héros gémit qu'il doit mourir. Il les emportera tous avec lui. Les impératrices paniquent, hurlant qu'il fait exploser sa base de cultivation et qu'il va tous les tuer. Gu Jing observe froidement la scène et déclare qu'en le battant, alors qu'il était empoisonné, c'était une victoire sans honneur. Peut-être mérite-t-il une autre chance. Il utilise son tourbillon et entraîne le héros et les 8 impératrices à l'intérieur, en souriant pour leur dire qu'ils devraient passer ensemble à l'étape suivante. Puis Gu Jing déclenche la technique d'inversion du temps et de l'espace, renvoyant les âmes du héros et des 8 impératrices 50 ans en arrière. La scène se déplace vers le passé. Le héros, Louis, regarde autour de lui, sous le choc. Tout lui semble familier et pourtant différent. Devant lui se tient sa première impératrice, Keling, qui, dans le futur, deviendra la guerrière des 9 cieux, mais qui n'est pour l'instant qu'une humble servante. Elle a la tête qui tourne à cause du voyage dans le temps. En voyant le héros, elle hurle de terreur, l'appelant maître démon et se demandant si elle est bien revenue dans le passé. Louis sourit légèrement, réalisant qu'elle est également revenue avec ses souvenirs. Il remercie Gu Jing dans son cœur pour cette seconde chance. Puis il enlève calmement ses chaussettes. La jeune fille à l'épée est perplexe. Louis tend ses pieds et dit, d'un ton désinvolte, lave-moi les pieds. Elle est stupéfaite, mais, en silence, commence à les laver. Ses mains tremblent. Louis pense qu'il pourrait la tuer maintenant. Mais la mort n'est pas le châtiment le plus cruel. Il la laissera vivre, afin qu'elle puisse connaître la misère absolue d'une vie sans lui. Il lui dit calmement que tout cela n'était pas un rêve. Ils sont bel et bien revenus dans le passé. Elle est sous le choc et demande nous tous. Louis l'interrompt et répond tout est réel. C'est la technique de Gu Jing qui les a ramenés. Et il se souvient de chaque mot qu'elle a prononcé ce jour-là. Son arrogance est toujours là. Et elle demande et maintenant? Louis sourit avec une lueur malveillante et ne dit qu'un seul mot assez. Puis il déclare tu voulais la liberté, n'est-ce pas? À partir de cet instant, tu es libre. Louis se lève et ouvre un tiroir situé à proximité. Il en sort un jeton et, le montrant à la guerrière, lui dit regarde cela attentivement. Qu'est-ce que c'est? Répond la guerrière avec une légère hésitation. Ceci est ma tablette de vie. L'instant d'après, Louis, sans aucune expression, brûle cette tablette de vie sur place. Dans un bref éclair de feu, la tablette se transforme en cendre. Louis dit d'un ton froid tu vois, j'ai brûlé la tablette du contrat. À partir de maintenant, tu es complètement libre. Tu peux retourner au manoir des épées de Chou quand tu le souhaites. En voyant cela, la jeune guerrière est sous le choc, mais elle se ressaisit et parle d'un ton direct Louis. Tu avais 9 vies, mais pourquoi as-tu choisi de t'autodétruire dès ta première vie? Mais Louis ne souhaite plus entretenir aucune relation avec elle. Son visage s'endurcit. Il se tourne vers elle avec colère et dit occupe-toi de tes affaires et va-t'en d'ici. En entendant cela, la jeune guerrière s'en va sans s'arrêter, tout en s'éloignant. Elle dit d'une voix froide très bien. Maintenant que nous sommes tous renaissants, je jure que cette fois-ci, je te réserverai une fin véritablement misérable. Tout en marchant, elle se dit Louis, je possède un corps de guerrière née pour le combat. Si tout cela ne s'était pas produit à cause de toi, ma vie aurait été bien plus glorieuse. En sortant, elle dit d'un ton ému père, mère, frère. Votre fille revient enfin. Derrière elle, Louis la regarde marcher vers le manoir Cheo d'un pas si émouvant. Le même sourire maléfique se dessine à nouveau sur son visage. Et il murmure lentement. Un père, une mère sans vergogne, un frère bon à rien et cette pauvre fille. Pense-t-il encore. Une fois que tu seras de retour, tu comprendras ce qu'est vraiment la véritable grotte du diable. Dans cette vie, je ne leur montrerai absolument aucune pitié. Les chaînes de ces 8 femmes ne me retiendront plus. Quoi qu'il arrive, j'accéderai sans aucun doute à un royaume encore plus élevé. Au moment où le héros s'apprête à fermer la porte de la pièce, soudain, dans un grand fracas, la porte vole en éclats. Une longue jambe s'engouffre à l'intérieur et l'attaque de plein fouet. Au moment où Louise voit cela, un seul nom résonne dans son esprit fait de soie rouge. Mais l'instant d'après, il se corrige non. Dans cette vie, son nom est toujours Yuan Gling. Puis nous voyons clairement que la jeune fille qui a enfoncé la porte pour entrer n'est autre qu'elle. Remplie de rage, Yuan Gling se tient face au héros et hurle son nom. Sans réfléchir une seule seconde, elle l'attaque et hurle aujourd'hui. Je vais définitivement te tuer. Mais la force de Louis dépasse de loin son niveau. Sans utiliser aucune technique, il l'attrape par le cou d'une seule main, la soulève dans les airs et la suspend la tête en bas par sa propre jambe. Yuan Gling n'arrive même pas à comprendre comment tout s'est passé si vite. Louis s'approche lentement d'elle et dit d'un ton menaçant tu oses encore m'attaquer? Il la serre si fort que Yuan Gling ne peut même pas bouger ses mains ni ses jambes. D'une voix effrayée et balbutiante, elle dit qu'est-ce que tu fais? Mais Louis n'a pas l'intention de lui faire grand-chose. Il sait déjà que le destin qui attend cette fille ne sera pas non plus extraordinaire.
Il dit froidement aujourd'hui, tu vas réparer ma porte de tes propres mains. Et si tu n'y parviens pas, je te tordrai le cou et mettrai fin à ta vie ici même si elle est complètement immobilisée. Yuan Ling répond d'une voix tremblante, je refuse. Si tout ça n'était pas arrivé à cause de toi, je serais avec Foam Wix en ce moment. En entendant cela, Louis rit légèrement et répond alors. Dans cette vie aussi, si tu espères le retrouver, tu vas devoir faire de ton mieux, n'est-ce pas? Dès qu'elle entend cela, le visage de Yuan Ling se crispe. La peur envahit tout son corps, et elle dit, tout en tremblant, je vais m'en occuper. Je vais réparer la porte. Laisse-moi partir, s'il te plaît. Mais Louis resserre encore davantage son étreinte autour de son cou. À ce moment-là, Yuan Ling se dit bon sang, même après être revenu dans le passé, je ne fais toujours pas le poids face à lui. Dès qu'elle a complètement baissé les bras, Louis la jette à terre comme un insecte et dit d'une voix dure maintenant, mets-toi au travail. Et si je ne trouve pas cette porte réparée à mon retour, tu es fini. Yuan Ling parvient tant bien que mal à se ressaisir et se relève. Rongée par la colère et le désespoir, elle crie au héros. Louis, au moins dans notre vie passée, nous étions des compagnons taoïstes. Comment peux-tu me traiter ainsi? En entendant cela, le visage de Louis reste impassible. D'un ton glacial, il répond c'était dans le passé. Dans cette vie, toi et moi ne sommes rien l'un pour l'autre. Ces mots la frappent comme un coup de tonnerre. La colère, l'humiliation et l'impuissance se lisent clairement sur son visage. Elle n'a plus rien à dire, et la scène change à partir de là. On nous montre alors un magnifique jardin, où des fleurs colorées s'épanouissent tout autour. L'atmosphère est paisible et légère. Une énergie spirituelle flotte dans l'air. Louis pénètre dans ce jardin. Là, une femme d'une beauté angélique s'occupe des plantes. Il s'agit de Bai Soulon. Dès que Louis pénètre dans cet endroit, Bai Soulon le perçoit immédiatement. Elle lève les yeux et Louis la salue respectueusement, l'appelant maître. Mais en voyant Louis, l'expression de Bai Soulon change soudainement. Surprise, elle demande sans détour pourquoi ne te reste-t-il plus qu'une seule vie? Entendant une question aussi directe de la part de son maître, Louis hésite un instant, se grattant légèrement la tête. Il répond les compétences de ce disciple laissaient quelque peu à désirer. Au cours d'une séance de cultivation visant à forcer une percée, j'ai fusionné mes 9 vies en une seule. C'est pourquoi il ne me reste plus qu'une seule vie. La colère de Soulon devient visible. Le regardant sévèrement, elle dit j'ai trouvé un moyen de réprimer le pouvoir chaotique. Alors oublie les événements de la vie passée comme s'il s'agissait d'un simple rêve. Nous ne laisserons jamais ces choses se reproduire, ajoute-t-elle d'une voix plus tranchante. Et si de telles pensées immondes et perfides surgissent à nouveau dans ton esprit, je n'hésiterai pas un seul instant à effacer ton existence de cette secte. Louis répond calmement, ce disciple gravera les enseignements du maître dans son cœur. En apparence, il semble obéissant, mais intérieurement, il rit légèrement et pense crois-tu vraiment avoir trouvé une méthode? Si je n'avais pas transféré l'empoisonnement de l'océan dans mon propre corps, penses-tu que tu aurais jamais pu t'élever au rang d'impératrice céleste? Nous comprenons ici clairement que Bai Soulon était également l'une des impératrices du héros dans sa vie antérieure, apparaissant désormais comme son maître. Le héros est assis seul au sommet d'une montagne, contemplant le ciel et le monde en contrebas. Il se dit non, ma base de cultivation est retombée au 5e stade de la condensation du QI. Il semble que je doive tout recommencer à zéro. Puis il murmure vieil ami, es-tu toujours avec moi? Immédiatement, une notification du système s'affiche devant lui. 3 options apparaissent cultivation, déduction, illumination. Une voix robotique résonne je suis là, hôte. De quoi as-tu besoin? En entendant cette voix, Louis ressent un étrange soulagement. Souriant légèrement, il dit Dieu merci, tu es venu avec moi aussi. Mais attends, n'as-tu plus besoin d'énergie pour fonctionner? Avec un léger tintement, la voix répond je suis désormais devenu le Tao céleste lui-même. Pourquoi aurais-je besoin d'énergie? Louis hoche la tête et dit c'est vrai. Mais en tant que Tao céleste, n'es-tu pas devenu un peu trop impitoyable? Il se plaint était-il vraiment nécessaire de faire tomber sur ma tête l'épreuve la plus dangereuse de tous les temps? La voix calme et impitoyable répond absolument nécessaire. Après tout, tu es mon hôte. Préparer le défi ultime est mon devoir. Le visage de Louis s'assombrit. Il dit d'un ton sec merci beaucoup. Puis, après avoir pris une profonde inspiration, il dit très bien, commençons la cultivation. Le système ignore son sarcasme et répond avec désinvolture de rien. Je lance la cultivation des écritures célestes des 9 vies, immortelles. La scène passe à la jeune guerrière. À l'extérieur du manoir Shewsworth, un long escalier apparaît. La jeune guerrière, épuisée, le gravit, marche après marche. Chaque marche semble être une épreuve, mais elle parvient pourtant à atteindre le sommet. Debout devant le manoir, elle dit, à bout de souffle père, mère, je suis de retour. Ses yeux s'embuent, convaincu que tout ira bien désormais. Mais le garde à la porte l'aperçoit et est stupéfait. Il se dit est-ce vraiment la fille aînée? Pourquoi est-elle revenue? Il lui barre le passage et crie d'un ton sec d'où cette mendiante a-t-elle bien pu sortir? Une ordure comme toi n'a pas sa place au manoir Shewsworth. Dégage. La jeune guerrière, déconcertée, répond je ne suis pas une mendiante. Je suis la demoiselle aînée, Chuling. Voyant qu'elle ne recule pas, le garde dégainera son épée et hurlera à effronter. Comment oses-tu te faire passer pour la fille aînée? Soudain, Chuling saisit la lame à main nue et dit, ému Chusi, regarde-moi bien. Je suis Chuling. Tu me portais dans tes bras et tu m'achetais des bonbons. Tu te souviens? Mais le garde repousse sa main et crie tu n'as pas le sang de la famille Chu.
Pourquoi es-tu revenu? Intérieurement, il panique en pensant qu'elle s'est à peine échappée de ce repère du diable. Pourquoi revenir pour se jeter à nouveau dans la tombe? Chu-Ling pleure en disant que, bien qu'elle ne soit pas leur fille biologique, ses parents l'ont traitée comme leur propre enfant, de chair et de sang. En entendant cela, un autre garde comprend la vérité et s'écrie c'est elle. C'est bien la fille aînée. Chu-Ling est revenu. Le chaos s'empare du manoir. Le seigneur du manoir, son soi-disant père, se précipite dehors avec une fausse inquiétude, suivi de sa femme. Chu-Ling court vers son père et le serre dans ses bras en pleurant père. Je suis de retour. Sa mère essuie ses larmes avec une fausse affection et lui demande où elle était. Chu-Ling répond qu'elle a été retenue en otage par la grande secte Tao et qu'elle s'est échappée en secret. À ce moment-là, un homme arrivait. En voyant Chu-Ling, ses jambes tremblent. Et il pense avec soulagement Dieu merci. Mon bouc émissaire est de retour. Maintenant, je vais survivre. Cet homme est Shusfei, le frère aîné de Chu-Ling. Revenons à Louis. Il cultive avec une concentration totale. On nous dit qu'il s'agit du premier ciel, le monde le plus faible, divisé en de nombreux royaumes prénatal, postnatal, rassemblement du QI, brisement du noyau originel, vide infantile, raffinage et intégration du Tao. Fort de son expérience de vie antérieure, Louis cultive pendant 15 jours. Il atteint alors le 9e niveau de raffinage du QI, puis commence la formation du noyau originel. Mais soudain, il sent que quelque chose ne va pas. Sa poitrine s'alourdit, sa respiration s'essouffle et il crache du sang. Il marmonne que se passe-t-il? Seule la moitié de mon QI aide à la formation du noyau. Le reste est comme de la pierre. Après analyse, le système annonce poison de rigidité céleste détecté à l'intérieur de votre corps. Louis serre les dents, réalisant que ces femmes ont non seulement utilisé le yin-yang-gu, mais ont également implanté ce poison par mesure de sécurité afin qu'il ne puisse plus jamais s'élever. Mais son regard se fait glacial et il dit elles ne savent pas qu'il me reste encore un atout. Il demande au système une méthode. Le système répond qu'après avoir franchi le cap du noyau originel, et avoir converti le QI véritable en essence véritable, le poison se dissoudra. Lewis se souvient qu'autrefois, il avait créé une pilule de retour à l'origine parfaite capable de forcer la percée. Mais cette pilule avait été offerte à Yuan Ling dans sa vie antérieure. Il serre les poings. Dans cette vie, rien de tel ne se produira. Soudain, un mouvement apparaît dans le ciel. Une grue géante annonce que Yuan Ling a atteint le QI, atteignant la perfection en seulement 1 mois et 17 jours, battant ainsi le record de la secte. En récompense, elle reçoit un flacon de pilule de retour aux sources de qualité suprême. Louis plisse les yeux avec un sourire dangereux, comme on pouvait s'y attendre de la part d'une future impératrice. Sa vitesse est terrifiante même avec le système. Je n'ai que 2 jours d'avance. Sans perdre une seconde, il bondit du sommet. Le système demande hôte. Où vas-tu? Louis répond calmement vers la tombe d'un expert en raffinage du vide. Je vais récupérer la pilule de retour aux sources qui m'appartient de droit. Après cela, la scène change. On nous montre maintenant l'intérieur d'une tombe ancienne située au milieu d'une forêt dense, à environ 500 km de la ville commerciale de Dou. L'air y est lourd et un silence inquiétant règne dans toutes les directions. En marchant dans les profondeurs de cette même tombe, Yuan Ling est déjà arrivée sur place. Alors qu'elle pénètre à l'intérieur, elle se dit d'après les souvenirs de ma vie antérieure, les gens ne découvriront cet endroit qu'au bout d'un mois entier. Cela signifie qu'en ce moment même, je suis complètement seul ici, affichant une confiance totale. Ling pénètre dans une grotte. Elle ouvre la porte qui se trouve devant elle et commence à avancer dans un passage étroit. Tout en marchant, une seule pensée tourne en boucle dans son esprit. Les trésors les plus précieux de cet endroit sont cachés ici même. Elle pense que parmi ces trésors se trouve un fragment de l'écriture céleste des 9 vies et de la mort, ainsi qu'une pilule de retour parfait à l'origine. Avançant à grands pas, elle arrive enfin devant ces trésors. Elle prend d'abord l'écriture céleste des 9 vies, souriant avec une grande joie, dit frère aîné. Cette fois-ci, j'ai une longueur d'avance sur toi. Mais dès qu'elle ouvre le texte et jette un œil à l'intérieur, ses yeux s'écarquillent de stupeur. L'instant d'après, son visage pâlit complètement. Elle sombre dans l'incrédulité totale. On nous montre qu'à l'intérieur de ce livre, écrite calmement et avec amour de la main de Lewis, se trouvent les mots salope. Tu arrives trop tard. Et ce n'est pas tout à côté. Il y a également des croquis dorés dessinés avec sérénité. En voyant tout cela, la voix de Ling se met à trembler balbutiant. Elle dit ça. Soudain, prise d'une rage furieuse, elle jette le livre par terre et hurle Louis. Espèce de salaud. Au moment où le livre heurte le sol, des dizaines de faisceaux laser dorés s'activent dans toute la tombe et l'encerclent de tous côtés. Voyant cela, Ling est complètement terrifiée. Levant les yeux, elle crie à tue-tête Louis. Laisse-moi sortir d'ici. Mais peu importe à quel point elle hurle, personne n'est là pour entendre sa voix. La tombe reste plongée dans un silence absolu. Après cela, la scène change à nouveau. On nous montre maintenant la scène 3 jours plus tard. On voit Yuan Ling, remplie d'une colère extrême, se diriger droit vers la maison du héros. Sans s'arrêter, elle fait l'irruption à l'intérieur et enfonce la porte d'un coup de pied. Dès qu'elle entre, elle hurle « Toi, sors de là !» Comme on peut le voir, son corps est couvert de nombreuses blessures et égratignures. Des égratignures et des marques sont visibles partout. Bien que ces blessures ne semblent pas mettre sa vie en danger, il est clair qu'elle a beaucoup souffert au cours de ces 3 jours. C'est pourquoi elle est venue ici avec tant de colère. Sans réfléchir,
Cette femme en colère tente de s'introduire de force dans la maison du héros et, sans reprendre son souffle, se met à lui crier dessus. Mais soudain, une attaque de paume énergétique arrive et la frappe directement au ventre. Un cri strident s'échappe de sa bouche, et son corps est projeté en l'air avant de retomber loin de là. Glissant sur le sol, elle s'écrase dans la cour de la maison du héros. Gémissant de douleur, elle serre les dents et pousse des cris de ah. Puis, venant de l'avant, une voix calme mais froide se fait entendre. Ta mère ne t'a-t-elle jamais appris qu'avant d'entrer chez quelqu'un, il faut frapper à la porte? En entendant cela, la femme en colère est profondément surprise. Crachant du feu dans son esprit, elle pense Louis, tu vas trop loin maintenant. Je préfère mourir plutôt que de m'incliner devant toi. Mais tout cela, elle ne pouvait que le penser dans sa tête. En réalité, elle ne pouvait que se ronger les dents et les cheveux de rage. La vérité, c'est qu'à ce moment-là, elle avait besoin de Louis, et quand on a besoin de quelqu'un, même la fierté doit être ravalée. C'est pourquoi elle parvient tant bien que mal à se contrôler. Se lève et, cette fois-ci, frappe poliment à la porte en disant « Je voudrais voir ton frère. S'il te plaît, tu peux ouvrir la porte ?» De l'intérieur, sans aucune hésitation, une voix répond « Fiche le camp d'ici ». En entendant cela, le sang de la femme en colère bouillit encore plus. Elle se met à frapper bruyamment contre la porte et crie « As-tu pris la pilule du retour parfait à l'origine à l'intérieur de cette tombe ?» Mais la réponse à sa question ne vient pas sous forme de mots. La porte s'ouvre d'elle-même. Et au même moment, plusieurs attaques énergétiques jaillissent et la frappent l'une après l'autre. Sous l'effet de ces coups directs, son corps est à nouveau projeté en arrière. Cependant, cette fois-ci, elle parvient tant bien que mal à garder son équilibre. Prenant une profonde inspiration, elle tente de se calmer et se dit « Reste calme. Ne te mets pas en colère. Garde tout ça pour toi. » Puis, en serrant les dents, elle demande une fois de plus « Je te le demande pour la dernière fois. As-tu pris la pilule du retour parfait à l'origine dans cette tombe ?» De l'intérieur vient la même voix calme et impitoyable du héros « Non. Maintenant, fiche le camp d'ici. » En entendant cela, la femme en colère perd complètement patience. La rage envahit son regard. Une énergie jaillit de son corps et, activant ses pouvoirs, elle se précipite pour attaquer Louis. Elle hurle « Tu as le courage de la prendre, mais pas celui de l'admettre. Louis, maintenant, je vais te combattre jusqu'à la mort. » Mais à ce moment-là, soudain, le maître du héros apparaît devant elle. Elle libère son aura, et à cet instant précis, tous les mouvements de Hunling sont figés. Sa voix est grave et imposante lorsqu'elle dit Hunling. Calme-toi. En entendant cela, toute la colère de Hunling s'évanouit comme balayée par le vent. Son visage change, et d'une voix tremblante, elle dit maître. Puis, l'instant d'après, elle tombe à genoux et se met à pleurer amèrement. Comme une enfant, elle gémit maître. Il m'a frappé, en sanglotant. Elle exagère tout, comme si toute la faute incombait à l'autre partie. Après avoir entendu tout cela, sa maîtresse se tourne lentement vers le héros et demande d'une voix sévère Louis. Pourquoi as-tu levé la main sur ta propre petite sœur? Oui, on a l'impression qu'en tant que maîtresse, elle sait que le héros avait 9 vies auparavant, et qu'il ne lui en reste plus qu'une. C'est peut-être pour cela qu'elle comprend que le héros est revenu du passé, emportant avec lui toute la colère de ses vies antérieures. Lorsque sa maîtresse lui pose cette question, Louis ouvre les yeux et répond avec colère. Elle a fait irruption sans frapper. Elle n'a aucune manière. En entendant les paroles de Louis, sa maîtresse ne discute pas beaucoup. Elle s'avance calmement vers Angling, l'aide à se relever et dit d'une voix douce « Mais après tout, c'est ta petite sœur. Laissons cette affaire en rester là. » Puis, regardant Angling, elle demande au fait « Pourquoi es-tu venu voir Louis aujourd'hui ?» En entendant cela, la femme en colère pointe directement le héros du doigt et s'exclame « Il a pris la pilule du retour parfait à l'origine. Elle ne lui sert à rien. Alors je voulais lui proposer un échange. » En entendant ces paroles, le maître de Louis se tourne vers le héros et dit, d'un ton plus doux Louis, ton aptitude est exceptionnelle. Tu n'as absolument pas besoin de la pilule du retour parfait à l'origine. Pourquoi ne la donnerais-tu pas à ta cadette? Si tu as besoin d'autre chose, je peux te le fournir. Même après une persuasion aussi calme et raisonnable, l'expression de Louis ne change pas d'un iota. Assis dans la même posture, il répond froidement désolé, mais j'ai moi aussi besoin de cette pilule du retour parfait à l'origine. En entendant cela, Angling s'emporte à nouveau et s'écrie quelles absurdités dis-tu là? Louis, penses-tu vraiment que sans cette pilule, je ne peux pas condenser mon noyau d'origine? À cause de ces cris incessants, la concentration de Louis est rompue. Il se lève lentement, glisse la main dans sa manche et en sort la même pilule de retour aux sources. Puis il pousse un profond soupir. En voyant cela, le visage de sa maîtresse s'illumine et elle dit joyeusement voilà. C'est bien, mon garçon. Elle s'apprête à le féliciter davantage, quand l'atmosphère change soudainement à nouveau. À ce moment précis, le héros esquisse un léger sourire. Dans un bruissement de cheveux, il jette la pilule directement dans sa bouche et la mâche devant sa maîtresse avant de l'avaler. En voyant cela, sa maîtresse est profondément choquée. Elle écarquille les yeux et dit d'un ton sévère Louis. Pourquoi as-tu fait cela? Ta maîtresse est très déçue. Avant qu'elle n'ait pu ajouter quoi que ce soit, la femme en colère qui se tenait là explose de rage. Serrant les dents, elle se retourne et hurle en s'éloignant. Louis, attends un peu.
Je vais concentrer toute ma force intérieure et me venger pleinement de cette humiliation. Voyant son hostilité ouverte, le visage de la maîtresse s'assombrit encore davantage, prenant une profonde inspiration. Elle dit: je sais que tu as encore beaucoup de colère en toi, mais était-il vraiment nécessaire d'aller aussi loin? Sur cette expression déçue, la scène change. On nous montre maintenant la scène au manoir de l'épée. Ici, la jeune guerrière est confortablement assise tandis que quelqu'un la nourrit à la cuillère. Sa mère, d'une voix douce et affectueuse, dit: ta mère a cuit ce riz kanji émeraude à la vapeur de ses propres mains. Rien que pour que tu le goûtes et me dises s'il est bon. Dès que la jeune guerrière y goûte, son visage s'illumine de bonheur et d'émotion. Et elle dit: merci, maman. Dans tout le monde, tu es la seule à me traiter aussi bien. Je ne veux jamais quitter ton côté ni celui de papa dans cette vie. En entendant cela, sa mère sourit légèrement et demande d'un ton taquin: vraiment, même plus que tes parents biologiques? La jeune guerrière répond en souriant: ils ont disparu juste après m'avoir mise au monde. Comment pourrait-il être comparé à la façon dont tu me traites? En entendant cela, sa mère rit doucement et dit: très bien, ça suffit. Maintenant, dépêche-toi d'aller te reposer un peu. Mais au fond de son cœur, sa mère rit d'un rire étrange, à la fois soulagé et inquiétant. Elle pense: nous sommes sauvés. Nous sommes enfin sauvés. À présent, toute notre famille est en sécurité. De son côté, la jeune guerrière commence soudain à se sentir extrêmement somnolente. Ses paupières s'alourdissent, et d'une voix hésitante, elle demande: maman, pourquoi est-ce que je me sens soudain si somnolente? Puis sa mère se retourne lentement avec la même voix douce mais froide et dit: si tu as sommeil, dors un peu. Au moment où elle dit cela, la jeune guerrière perd le contrôle de son corps submergé par la somnolence. Elle ne peut même plus se tenir debout et s'effondre sur le lit, se tenant la tête de douleur. Elle pense: aujourd'hui, tout me semble si étrange. Pourquoi est-ce que je ressens une telle somnolence? Je n'ai jamais éprouvé cette sensation désagréable auparavant. Faisant un effort, elle libère son aura et ordonne intérieurement: fait circuler le grand sutra de l'épée du lotus. Dis-moi ce qui ne va pas avec mon corps. Mais dès qu'elle voit le résultat, son cœur se serre. Elle tremble de choc. Ai-je été empoisonné? Comment est-ce possible? Serait-ce à cause du kanji du riz émeraude? À ce moment-là, on frappe à la porte, et une voix demande: tu t'es déjà endormi? Confuse et effrayée, elle s'allonge immédiatement, tire la couverture sur elle et fait semblant d'être profondément endormie. La porte s'ouvre lentement. Sa mère entre avec 3 autres personnes. Cette fois, sa voix n'a rien de doux. D'un ton froid et grave, elle dit: bien, le poison a commencé à agir. Nous pouvons maintenant commencer notre tâche. L'un des 3 s'avance, ce n'est autre que le propre frère de la jeune guerrière. Souriant à sa mère, il dit: mère, tu es vraiment aussi impressionnante que le disent les gens. Plus le gingembre est vieux, plus il est épicé. La mère et le fils fixent tous deux la jeune guerrière d'un regard meurtrier. La mère dit froidement: allez, soulevez-la et remettez-la à notre ancêtre. Le frère rit d'un rire effrayant. Mais ils ignorent que la jeune guerrière est toujours consciente. Elle entend tout clairement. Chaque mot lui transperce le cœur comme un couteau. Entendre des paroles aussi horribles de la bouche de sa propre mère et de son frère la brise complètement. Des larmes coulent silencieusement de ses yeux. Elle pleure intérieurement, hurle intérieurement, mais son corps la trahit. À cet instant, elle réalise que le foyer qu'elle croyait être l'endroit le plus sûr au monde est devenu la cage la plus dangereuse de sa vie. On nous montre que 2 serviteurs portaient la jeune guerrière et avançaient dans une direction. Et juste derrière eux, toute la famille de la jeune guerrière marchait également. À ce moment-là, le père de la jeune fille à l'épée appelle l'un des serviteurs et lui demande: t'es-tu occupé de Shuzi? Ce Shuzi est le même garde qui avait empêché la jeune fille à l'épée d'entrer au début. Le serviteur répond: Monseigneur, nous nous sommes complètement occupés de Shuzi et de sa famille. Il ne reste pas un seul survivant. En entendant parler de cette servante, le seigneur principal hausse les sourcils d'un air agacé et dit d'un ton glacial parfait: je n'aurais jamais imaginé qu'une simple servante puisse ruiner mon grand dessein. Puis, reniflant de colère, il jette un regard de côté à son fils et dit: si elle n'était pas revenue ici en courant pour mettre fin à ses jours, c'est toi qui aurais été offert en sacrifice à l'épée. Ta vie a été épargnée cette fois-ci. Alors, tirant une leçon, cesse de gaspiller tes journées dans l'alcool et la débauche, et utilise ton cerveau pour une fois. Mais comme le dit le proverbe, tel père, tel fils, son fils réduit à néant toutes les attentes de son père et, poussant un soupir de soulagement, répond: oui, père, j'ai eu tort. Je promets qu'à partir de maintenant, je m'appliquerai à m'entraîner comme il se doit. Ces gens n'avaient aucune idée que la jeune fille à l'épée entendait clairement toutes leurs paroles, les écoutant dire qu'elle n'était revenue que pour perdre la vie. Elle se met à pleurer amèrement en son fort intérieur. Elle réalise qu'elle n'a été élevée que pour servir de sacrifice à cette fin précise. Puis, derrière elle, son frère la regarde avec des yeux lubriqués, l'air sombre, dit: puisqu'elle va mourir de toute façon, pourquoi ne m'amuserais-je pas un peu avec elle d'abord? Ça ne me prendra qu'une demi-heure. Mais au lieu de le gifler de colère, son père se contente de lui attraper l'oreille et de la tirer violemment, tout en criant: quel genre d'absurdité répugnante es-tu en train de raconter? Elle est au moins ta sœur de nom. Ne jette pas la réputation de mon manoir des épées de chou à la poubelle. Gémissant de douleur, le fils répond: papa, ça fait mal. De toute façon, ce n'est que l'enfant de 2 esclaves morts. Partager un nom ne fait pas de nous des parents par le sang. En entendant cela, la jeune épéiste subit un nouveau choc énorme.
tremblant intérieurement. Elle pense alors: vous avez aussi assassiné mes parents biologiques. À ce moment-là, la mère de la jeune épéiste s'approche de son père avec un sourire et dit: allez, elle va mourir de toute façon. Pourquoi ne pas laisser notre fils rester avec elle pendant 1 heure? Son père la regarde d'un air sévère et répond: absolument pas. Nous ne pouvons retarder le forgeage de l'épée de l'ancêtre, même d'un instant, sinon toute notre famille subira sa colère. En voyant même celle qu'elle appelait sa mère prononcer des paroles aussi ignobles, la jeune guerrière sent une rage insupportable monter en elle. Elle pense: je l'ai traitée comme ma propre mère toute ma vie, et pourtant elle peut dire des choses aussi répugnantes à mon sujet. Le regret envahit son cœur et elle murmure dans son esprit: Louis, est-ce là la vérité dont tu essayais de me protéger? Est-ce la raison pour laquelle tu ne m'as jamais permis de rentrer à la maison? Elle commence à se remémorer des scènes de son passé, des scènes qui ne lui avaient jamais semblé douloureuses autrefois, mais qui étaient désormais devenues un poison. Elle se souvient des jours où elle s'entraînait dangereusement avec Louis, un entraînement si rude que sa vie avait souvent été véritablement en danger. Couverte de sueur, de sang et de douleur, elle l'avait supplié, tremblante: jeune maître, je vous en supplie, laissez-moi partir. Mes parents me manquent tellement. À ce moment-là, Louis l'avait regardée et avait esquissé un léger sourire. Mais il n'y avait aucune trace d'humour dans ses yeux. Pour la réconforter, il avait dit: ce ne sont même pas tes parents biologiques. Alors pourquoi es-tu si pressé de rentrer? En entendant cela, la jeune guerrière avait gonflé les joues de colère, détourné le visage avec obstination et répondu: il me traite mieux que ne l'auraient jamais fait mes parents biologiques. La voyant bouder ainsi, Louis avait ri doucement et répondu: d'accord, d'accord, attends juste que j'ai fini de forger cette épée. Après ça, je te ramènerai personnellement chez toi. Elle s'était approchée de lui et avait dit d'une voix douce: jeune maître, quelles absurdités dites-vous là? Quel genre d'épée prend autant de temps à forger? Vous essayez clairement de me amadouer comme une enfant, pour me garder ici. Puis la scène change. Lorsque la jeune guerrière arriva enfin au manoir de l'épée de Chu, le spectacle qui s'offrit à elle lui brûla tout son univers. Le manoir tout entier était en proie aux flammes, de la fumée partout, des cris, l'odeur nauséabonde du bois brûlé. Ses jambes avaient lâché, et elle s'était effondrée à genoux, en pleurant: papa, maman, je suis arrivée trop tard. À partir de cet instant précis, la haine envers Louis naît dans son cœur. Elle se jure intérieurement: Louis, tout cela est arrivé à cause de toi. Je me vengerai de toi. Mais maintenant qu'elle entendait et voyait la vérité, il ne restait plus que du regret en elle. Son cœur était complètement brisé. Elle pensa avec douleur: Louis, l'épée dont tu parlais était en réalité une épée démoniaque. À cette pensée, la scène change à nouveau. Au même moment, de l'autre côté, notre héros observait toute cette scène en qualité HD grâce au système. Chaque mot, chaque son, chaque intention, lui apparaissait clairement. Le système dit d'une voix froide haute: c'est vraiment dommage qu'elle soit inconsciente en ce moment et qu'elle ne puisse pas entendre les paroles de la famille Chu. Louis sourit légèrement en observant tout cela, riant du commentaire du système, et dit: comment une personne revenue du royaume du grand empereur pourrait-elle perdre connaissance à cause d'un simple somnifère? En ce moment, elle refuse simplement d'accepter la réalité. Le système demande: hôte, envisagez-vous de la sauver? En entendant cela, Louis change paresseusement de position, tel un spectateur au théâtre, et dit en souriant: la sauver? La satisfaction que je tire de la voir souffrir ainsi est incomparable. Après tout, c'est le retour d'un être du royaume impérial. Elle n'a plus besoin de moi pour la sauver. La scène change une fois de plus. Nous voyons maintenant tout le monde se diriger vers le terrain de forgeage des épées. L'atmosphère tout entière devient lourde et terrifiante. La famille Chu arrive devant un immense manoir. La jeune fille à l'épée est allongée sur le sol, et toute la famille s'agenouille derrière elle. Son père salue l'ancêtre avec respect. Une ombre apparaît devant le manoir et se précise lentement. C'est un vieil homme, Chu Kai-sheng, l'ancêtre du manoir de l'épée de Chu. Entendant la salutation, il ouvre lentement les yeux et regarde la jeune fille de l'épée allongée devant lui. Après avoir examiné son corps d'un seul regard, il dit, avec une satisfaction froide: excellent. Maintenant, confiez-la moi. Il se lève et ordonne: Chassien et chef, vous deux, restez ici et assistez à l'achèvement de cette cérémonie de l'épée démoniaque. En entendant cela, le père et le frère s'inclinent et remercient l'ancêtre. L'ancêtre s'avance et allume un feu sous un immense chaudron. À l'intérieur du chaudron, une épée flotte dans les airs. À première vue, personne ne pourrait dire qu'elle est démoniaque. Mais dès qu'on ressent son aura, il devient évident qu'il s'agit d'une existence terrifiante et purement démoniaque. Fixant l'épée avec avidité, le vieil ancêtre rit. Cette épée démoniaque a déjà consommé plus de 30 ans de ma vie. Il ne reste plus que la dernière étape. Le père de la jeune guerrière le félicite. Une fois cette épée affinée, tu accéderas directement au royaume du nourrisson briseur. L'ancêtre lève la main et dit: commençons. Des épées noires et ardentes se forment dans les airs et se dirigent vers l'épée démoniaque. Le rituel commence. L'épée démoniaque réagit, toute la zone tremble, et l'ancêtre psalmodie d'étranges incantations. Puis il ordonne: froidement sacrifie-toi à cette épée. À ce moment-là, le père de la jeune guerrière la soulève dans ses bras et s'avance en disant sans émotion: aujourd'hui, tu seras l'offrande sacrificielle de notre clan Chu. T'avoir élevé pendant tant d'années n'aura pas été vain. Il n'y a aucun regret dans sa voix, aucune hésitation, seulement une froide utilité. Sans perdre une seconde, il jette la jeune guerrière directement dans le chaudron en feu. Elle tombe dans les flammes déchaînées.
La chaleur déchire l'air, mais pas un seul cri ne sort de sa bouche. Son frère observe la scène, la langue pendante, et dit avec dégoût quel gâchis tragique. Mais alors, il se passe quelque chose que personne n'aurait pu imaginer. Bien qu'elle soit tombée dans le chaudron de feu, la jeune guerrière sourit. Il n'y a aucune douleur sur son visage, seulement un calme étrange et une cruauté. Soudain, elle réagit, crache du sang, et ce sang jaillit directement sur l'épée démoniaque. Au moment où son sang la touche, des flammes terrifiantes jaillissent de l'épée. Les vibrations se multiplient, comme si l'épée avait pris vie. En voyant cela, son père panique. Que se passe-t-il? Et sous ses yeux, l'épée démoniaque disparaît dans un flou, et réapparaît directement dans les mains de la jeune guerrière. L'énergie de l'épée commence à la soutenir. Les flammes ne la brûlent plus, elles la soulèvent au contraire. Elle flotte à l'intérieur du chaudron et regarde droit dans les yeux le vieil ancêtre, sans aucune douleur dans le regard. Seulement une intention meurtrière, le vieil ancêtre est sous le choc. Son frère hurle papa, elle n'est pas morte. L'ancêtre tremble, comment est-ce possible? Mais avant qu'il n'ait le temps de réagir, elle se précipite à toute vitesse, visant à lui transpercer la poitrine d'un seul coup. Il sort précipitamment une épée verte et crie bon sang. Mais dès que son épée entre en collision avec la lame démoniaque de la jeune fille, elle se brise instantanément. Son corps est projeté en arrière. Il s'écrie « Tu ne peux pas utiliser une épée aussi démoniaque ». Avant qu'il n'ait pu finir sa phrase, sa lame se déplace comme un serpent venimeux. Et l'instant d'après, sa tête est séparée de son corps. Le sang coule à flot. En essuyant le sang de son épée, elle dit froidement « Les épées démoniaques sont forgées pour massacrer les démons ». Sa colère a atteint son paroxysme. La trahison, le regret et la rage ont complètement consumé son cœur. Elle avait attendu sa famille pendant 2 vies, leur avait fait confiance de tout son être. Et voilà le résultat. Il ne restait plus que la haine. La jeune guerrière s'avance alors vers son propre père, le corps tout entier consumé par la rage. Ses pas sont lourds, mais son intention est limpide. En la voyant approcher, son père est pris d'une telle terreur que ses jambes se mettent à trembler de manière incontrôlable. Le sang se retire de son visage, il tombe immédiatement à genoux, tendant ses mains tremblantes vers l'avant tout en balbutiant « Pourquoi toi? Es-tu vraiment Chuling? Non, non, tu ne peux pas être Chuling. » Mais Chuling n'est plus en état d'écouter qui que ce soit. Elle est devenue complètement folle de rage. Une intention meurtrière se dégage de son corps, rendant l'air lui-même lourd et suffocant. Le visage froid et inexpressif. Elle s'arrête juste devant lui et, d'une voix lente mais terrifiante, demande pourquoi. Je vous ai tous traités comme ma famille la plus proche. Je vous ai fait confiance les yeux fermés. Alors pourquoi m'avez-vous fait tout ça? Son père n'a même pas le courage de répondre à sa question. Tremblant de peur, il lâche Chuling. Regarde à quel point tu es devenue puissante. Nous n'avons plus besoin de te sacrifier pour aucune épée. Viens, rentrons ensemble. Tout ira bien. Mais Chuling a déjà vu son vrai visage. Elle laisse échapper un rire faible, un rire mêlé de douleur et de haine. Sortant son épée, elle dit froidement « Tu n'es même pas digne de prononcer mon nom avec cette bouche immonde. » Sans la moindre hésitation, elle brandit sa lame. D'un seul coup, la tête de son père s'envole dans les airs, le sang giclant partout comme une fontaine. À cet instant, Chuling ressemble en tout point à un démon, prête à abattre sans pitié tout ce qui se dresse sur son chemin. Après cela, elle se retourne devant elle se tient celui qu'elle appelle son frère. Dès que ses yeux croisent ceux de Chuling, il est saisi de terreur. Il recule, les lèvres tremblantes, le regardant d'un air glacial. Chuling dit « Et toi, maintenant, espèce d'animal ?» Son frère l'interrompt immédiatement, tombant à genoux et se cognant la tête contre le sol à plusieurs reprises. « Oui, oui, je suis un animal. Traite-moi comme un chien et laisse-moi partir. Je t'en prie, ne me tue pas. » Mais en un clin d'œil, l'épée de Chuling frappe à nouveau. Son cou est tranché d'un seul coup, et son corps s'effondre au sol. Chuling dit, sans aucune émotion « Tu es pire qu'un chien. » À distance, sa mère, qui ignorait encore le sort de son mari et de son fils, est déconcertée par la scène. Tout ce qu'elle voit, c'est Chuling qui sort de l'arène, marchant seul, l'épée à la main. Ses pas sont calmes, son visage impassible, mais derrière elle se cache une histoire de mort et de sang. Sous le choc, sa mère s'avance et demande, perplexe Chuling, « Comment es-tu sorti? Et les autres, où sont-ils ?» Chuling continue d'avancer sans s'arrêter, sans même la regarder. Alors qu'elle passe à côté de sa mère, elle répond d'une voix froide « De qui parles-tu exactement ?» Sa mère devient encore plus nerveuse et s'empresse de répondre « Ton père, ton frère, ta famille. » En entendant cela, Chuling s'arrête brusquement. Elle se retourne lentement. Il n'y a plus de colère dans ses yeux, seulement une froideur vide et glaciale. « Je n'ai plus de famille, » dit-elle. L'instant d'après, son épée brille d'un éclair. D'un seul coup, la tête de sa mère est séparée de son corps. Le sang gicle dans les airs. Mais cette fois, il n'y a ni haine ni rage sur le visage de Chuling, seulement un calme sans vie. D'une voix monocorde, elle dit « Pourquoi ne vas-tu pas les rejoindre ?» Sans se retourner une seule fois, elle continue d'avancer et déclare froidement « Chaque membre de la famille Chu mérite de mourir. » La scène change. On voit l'ensemble du territoire de la famille Chu. Une épée s'enfonce violemment dans le sol. Nous voyons que Chuling a massacré chaque membre du clan, jeunes et vieux, serviteurs et gardes. Personne n'a survécu. Après un si long massacre, Chuling est complètement épuisé. Son corps est blessé, ses vêtements déchirés, couverts de sang et de poussière.
Elle s'agenouille au sol, s'appuyant sur son épée, haletant, les mains tremblantes. Tout cela est observé en direct par notre héros grâce au système. En voyant ce spectacle, Lewis hoche légèrement la tête et dit pas mal. Elle n'a laissé personne en vie au manoir de Shawsworth. Elle n'a même pas épargné les poulets. Étirant sa main paresseusement, il ajoute. Très bien, ferme ça maintenant. Il s'apprête à se détendre sur son lit lorsque le système lui demande. Hôte, ne voulez-vous pas continuer à regarder? Un expert du royaume infantile dévastateur est sur le point d'arriver pour la tuer. Lewis esquisse un léger sourire. Qu'y a-t-il à voir? Elle mérite tout ça. La scène revient sur Chuling. Le manoir n'est plus qu'un champ de ruines, jonché de cadavres et de sang. Chuling tombe à genoux, murmurant d'une voix brisée: j'avais tort. J'avais tellement tort. Des larmes coulent de ses yeux, son corps tremblant de douleur. Elle n'a plus la force de se battre. Au loin, quelqu'un s'approche. L'expert du royaume de l'enfant brisé, le révérend Lijian. Dès qu'il aperçoit Chuling et l'épée démoniaque qu'elle tient à la main, la cupidité brille dans ses yeux. Cette épée démoniaque, elle est en fait complète. Riant, il dégaine sa lame et s'écrie: cette épée ne t'apporte que de la souffrance. Laisse-moi te libérer de ce fardeau. Il attaque à toute vitesse, mais Chuling incline à peine son épée, n'opposant pratiquement aucune résistance, comme si elle avait déjà accepté la mort. Pourtant, Lijian arrête soudainement sa lame près de son cou, remarquant qu'elle n'a pas réagi du tout. Ni peur, ni espoir, rien. Il rit comme un fou comme je le pensais. Elle a complètement perdu la tête. Mais à ce moment précis, Chuling bouge. D'un simple blocage, elle libère une force écrasante qui projette Lijian au loin, déchirant ses vêtements et le jetant à terre. Abasourdi, il marmonne: elle n'est qu'au royaume du noyau originel. Comment peut-elle avoir des techniques d'épée aussi terrifiantes? Chuling se tient là, sans vie, comme si ses émotions l'avaient abandonné. Lijian la fixe avidement. Cette fille cache un énorme secret. L'épée n'est pas le seul trésor ici. Soudain, Chuling se retourne et se met à courir. Lijian est stupéfait. Quoi? Elle ne réagissait pas du tout il y a un instant. Il se lance à sa poursuite en criant de manière obscène: ne t'enfuis pas. Sois une gentille fille et viens vers Lijian. Elle continue de courir malgré ses blessures, le sang coulant à chaque pas. Ses lèvres tremblent tandis qu'elle répète: j'ai eu tort. Je dois me repentir. Son esprit semble brisé, s'accrochant uniquement à la culpabilité et au regret. La scène passe à Louis. Dehors, la femme furieuse, Angling, frappe à sa porte, en hurlant des accusations. Louis est assis calmement en méditation. Le système demande: hôte. Elle t'insulte gravement. Vas-tu simplement l'écouter, sans ouvrir les yeux? Louis répond: ferme mes oreilles. Je dois me concentrer sur ma cultivation. Rien ne m'empêchera d'atteindre la sagesse. Plus tard, le maître de Angling arrive et la réprimande, révélant comment Louis a raffiné chaque trésor pour elle d'innombrables fois. En entendant cela, Angling est bouleversé, mais refuse toujours de s'excuser. Son maître, furieux, l'envoie à l'arrière de la montagne pour qu'elle réfléchisse. Enfin, la scène change à nouveau pieds nus et blessé. Chuling gravit les marches menant à la montagne de Lewis, s'appuyant sur son épée démoniaque. Il n'y a plus de haine dans ses yeux, seulement de l'épuisement et des regrets. Tournée vers la cour de Louis, elle murmure doucement grand à haut. Elle se tient là, tremblante, haletante, fixant l'endroit, comme si elle réalisait pour la première fois tout ce qu'elle a perdu dans sa vie. À ce moment-là, quelqu'un remarqua Chuling debout là et s'écria, sous le choc: qui va là? Avant que quiconque n'ait pu réagir, Chuling s'effondra au sol et perdit connaissance. Pourtant, juste avant de perdre conscience, elle murmura faiblement: Pig Bellon Liu. Lui, je suis Ling. La disciple se précipita vers elle, alarmée. Mais une voix tranchante l'interrompit soudainement. Retiens ta main, ma sœur taoïste. Lorsque la disciple leva les yeux, elle vit Lijian descendre du ciel. Il atterrit gracieusement et dit: cher confrère taoïste, j'ai traqué cette vile créature jusqu'ici. Je veux dire, non, par respect pour la majesté de la grande secte taoïste, je vais éliminer cette vermine immédiatement. Lijian tendit la main vers Chuling, mais la disciple dégaina instantanément son épée et lui barra le chemin. Pas si vite, puisqu'elle a invoqué le nom d'un membre de ma secte. J'ai l'intention de retourner vérifier cela. S'il prétend ne pas la connaître, alors seulement tu pourras l'emmener. Elle se tourna vers un autre disciple et ordonna: surveillez-le de près. Ne le laissez pas l'emmener avant mon retour. Le disciple acquiesça, et, une fois au pic de Bellon, la disciple se tint devant la chambre de Lié et appela d'une voix forte: June, ton frère. Lui, une femme prétendant être Chuling s'est effondrée devant la porte de la montagne. Elle est pourchassée et gravement blessée. La connais-tu de l'intérieur? Demanda froidement Lui. Qui est-ce? Répondit Chuling. Après un bref silence, Lui répondit d'un ton glacial: je ne la connais pas. La disciple répondit: puisque le jeune frère ne la reconnaît pas, nous n'interviendrons pas. Lui répéta fermement: je l'ai dit, je ne la connais pas. Compris. Adieu, dit-elle avant de partir. À l'intérieur du système, demanda Liu. Maître a-t-il vraiment l'intention de la laisser mourir? Lui répondit calmement: as-tu oublié comment elle m'a traité dans ma vie passée? De toute façon, elle ne va pas mourir. Devant la porte, la disciple revint vers Lijian et l'informa: j'ai vérifié. La disciple de notre secte ne la connaît pas. Vous pouvez l'emmener. Lijian ricana: comme je le pensais. La grande secte Tao est un pilier de la voie vertueuse. Comment pourrait-elle s'associer à une démone comme elle? Il s'approcha de Chuling et dit: je vais l'emmener immédiatement, de peur qu'elle ne souille votre noble enceinte.
mais au moment où sa main allait la toucher, une force invisible le frappa, lui gelant le bras. Li Jian rugit qui ose, une silhouette imposante apparut. C'était Beqiu Lan. Son expression était glaciale de colère. Retenez-vous. Les disciples environnants tombèrent immédiatement à genoux. Salutations, maître, déclara Beqiu Lan d'un ton ferme. Vous ne pouvez pas l'emmener. Li Jian serra les poings de rage. La magnifique et grande secte Tao renie sa parole. Ce n'est guère la conduite d'une faction vertueuse. La disciple s'emporta et pointa son épée vers lui. Impertinent. Souhaites-tu découvrir à quel point les épées de la grande secte Tao sont tranchantes? Li Jian dégaina sa propre lame avec un rire glacial. Mon épée n'est pas non plus trop émoussée. La disciple se prépara à frapper. Dans ce cas, mais avant qu'elle n'ait pu bouger, Beqiu Lan l'attaqua par derrière, instantanément, paralysant tout le corps de Li Jian. D'un ton indifférent, elle dit « Débarrasse-toi du cadavre, je ramène cette femme à la secte. » Beqiu Lan porta Shuling dans une autre demeure et dit d'un ton pressant à sa sœur aînée « Sauvez Shuling, je vous en prie. » Elle allongea Shuling sur le lit. La jeune fille semblait gravement blessée. La sœur aînée l'examina et commença à la soigner, tout en murmurant comment a-t-elle pu être aussi gravement blessée. Beqiu Lan soupira, elle était pratiquement un cadavre. Quelle force incroyable l'a maintenue en vie jusqu'à présent? La sœur aînée leva le pouce avec assurance, n'ayez crainte. Tant qu'il reste une étincelle de vie, je peux la ramener. Beqiu Lan s'inclina légèrement, je vous suis redevable. Au bout d'un moment, Shuling reprit enfin conscience. Dès qu'elle ouvrit les yeux, elle murmura instinctivement jeune maître. Voyant qu'elle était réveillée, Beqiu Lan se précipita à ses côtés. Lingé, tu es réveillée. Shuling regarda autour d'elle, perplexe. Sœur Bai, où est le jeune maître? La sœur aînée observait silencieusement depuis le côté. Pensant ma sœur, une humble servante ose appeler Sheolan sœur. Beqiu Lan répondit doucement, lui est toujours en retraite spirituelle. Il n'est pas encore sorti. Que Ling dit avec inquiétude, c'est donc le jeune maître qui a demandé à sœur Bai de me sauver? Merci beaucoup, sœur Bai, mais je dois aller le trouver. Beqiu Lan secoua la tête. Il n'y a pas d'urgence. Concentre-toi d'abord sur la guérison de tes blessures d'ici à ce que tu sois complètement rétabli. Il aura peut-être terminé sa retraite. Shuling baissa les yeux. Je dois présenter mes excuses au jeune maître. Je l'ai mal compris tout ce temps. Il s'avère qu'il n'essayait pas de m'imposer quoi que ce soit. Il me protégeait. Sœur Bai, peut-être l'avons-nous tous mal compris. La sœur aînée, qui écoutait toujours en silence, sentit son esprit exploser, se forcer. Bon sang, venais-je de tomber sur un scandale monumental? Elle les fixa toutes les deux, sous le choc. À ce moment-là, Beqiu Lan jeta un coup d'œil dans sa direction. La sœur aînée détourna immédiatement le regard, feignant l'innocence. Beqiu Lan s'approcha et dit poliment, grande sœur, pourrais-je vous demander de sortir un instant? J'ai des choses à discuter avec Lingé. La grande sœur fit un geste de la main. D'accord, d'accord. Je pars tout de suite. Discutez à votre guise. Une fois sorti, Beqiu Lan se retourna vers Shuling. Ling, à partir de maintenant, ne m'appelle plus sœur Bai. Tu peux m'appeler Seigneur Bai. À l'époque où le poison de Keozen s'était déchaîné en moi, lui n'avait eu d'autre choix que de recourir à cet acte inévitable pour me sauver la vie. Devant la porte, la sœur aînée n'était en réalité pas partie. Elle colla son oreille contre le mur et s'exclama, que veux-tu dire par acte inévitable? Mais Beqiu Lan remarqua qu'elle écoutait et utilisa immédiatement son pouvoir pour ériger une barrière sonore autour de la pièce. Cette sœur aînée cligna des yeux. Perplexe, hein? Pourquoi je n'entends plus rien maintenant? Bon sang, mais quel genre de scandale retentissant était-ce donc pour qu'elle aille jusqu'à m'empêcher d'entendre? À midi, sur le pic de Beling, le soleil est haut dans le ciel et brille de mille feux sur la montagne. À ce moment-là, la retraite de cultivation de Lewis touche enfin à sa fin. Il ouvre lentement les yeux et se lève de son tapis de méditation. Bâillant paresseusement, il s'étire et s'avance. Après tout, cela fait plusieurs jours qu'il n'a pas dormi correctement. La scène se déplace à l'extérieur de la résidence de Louis. Une jeune femme est agenouillée là, sur le sol froid. C'est Shuling. Elle est assise bien droite sur ses genoux, immobile. Son expression est calme mais obstinée. Il est clair qu'elle est assise là depuis très longtemps. Dans l'esprit de Louis, son système réagit. Le système l'informe qu'elle attend dehors depuis un temps inhabituellement long, et lui demande s'il veut sortir pour voir comment elle va. Le visage de Louis ne trahit aucune émotion. Il répond froidement que ce n'est pas nécessaire. Il dit qu'il n'a pas oublié ce qu'elle lui a fait dans sa vie antérieure. Au moment où Shuling lui vient à l'esprit, une seule image lui passe devant les yeux, son visage. Ce sourire cruel et maléfique. Le sourire qu'elle arborait alors qu'il était en train de mourir. Louis serre légèrement le poing. Il pense que quiconque a trahi une fois peut trahir à nouveau. Les femmes, dès à ses yeux, ne font que ralentir la cultivation. Dans cette vie, la cultivation est la seule chose qui compte pour lui. Rien d'autre n'a d'importance à l'extérieur. À la maison, Shuling reste à genoux. Ses jambes sont engourdies, son corps épuisé, mais son cœur reste inébranlable. Elle parle en silence. Elle croit en son jeune maître. Elle croit que si elle persévère sincèrement et continue d'attendre, un jour, il lui pardonnera. Sa détermination ne faiblit pas. La scène change. Nous arrivons maintenant au pic du nuage pourpre. Sur le territoire de la grande secte Tao, il en existe 9. Les 9 pics principaux et les 72 pics mineurs, dont le pic de Beling et le pic du nuage pourpre, en font tous deux parties.
Au sommet du pic Cloud, d'un rouge pourpre, une jeune femme débordant de colère s'adonne à sa courte séance d'entraînement. Ses mouvements sont élégants, dignes et d'une extrême grâce. Chaque geste s'enchaîne avec la fluidité de l'eau. À première vue, on dirait presque qu'elle danse plutôt que de s'entraîner. À chaque pas, même le vent qui l'entoure semble suivre ses mouvements en tourbillonnant doucement autour d'eux. Son corps difficile de dire si ses mouvements recèlent une véritable puissance meurtrière ou non. Elle est belle, majestueuse, mais dangereuse. Elle n'est pas seule. Derrière un gros rocher, quelqu'un l'observe en secret. Il semble qu'elle se soit, à son insu, attiré un harceleur. Un jeune homme a l'air timide. Il s'appelle Ling Wushang. La plupart des gens l'appellent simplement Ling. Ling est complètement fasciné. Il observe ses mouvements sans ciller. Son esprit est totalement captivé. D'une certaine manière, même sa colère lui semble belle. Alors qu'il s'apprête à poursuivre ses réflexions, un son perçant fend l'air. Une épée volante jaillit soudainement vers sa cachette et s'écrase directement contre le rocher devant lui. Ling a l'aide de surprise, laissant échapper un cri involontaire. La jeune femme interrompt ses mouvements et parle calmement, d'un ton inhabituellement posé. Elle demande qui se cache là. Ling hésite un instant, puis sort de derrière le rocher. Au même moment, la femme bondit en avant d'un mouvement léger et atterrit juste devant lui. Ling joint précipitamment les poings et la salue. Il se présente comme Ling Wushang, s'adressant à elle en tant que petite sœur Ling. Il explique qu'il est le nouveau disciple en chef du pic du nuage pourpre. Même si le visage de Ling semble irrité et sévère aux yeux de Ling, elle est d'une beauté incroyable. Ling reprend la parole. Sa voix est étonnamment douce. Elle dit qu'elle connaît son nom. Dans son esprit, des souvenirs remontent à la surface. Elle se souvient avoir entendu ce nom il y a longtemps, lorsque le frère aîné Louis avait refusé le poste de fil sacré de la grande secte Tao. Cet homme avait hérité de ce rôle. Plus tard, il avait gravi tous les échelons jusqu'aux 8 cieux, et avait fini par mourir au combat au cœur de la tourmente obscure. Au fond de son cœur, elle reconnaît qu'il doit être considéré comme un véritable héros. Ling reste dans sa posture de salutation, souriant maladroitement. Il dit qu'il vient d'assister à la technique qu'elle pratiquait et la qualifie de magnifique. Il lui demande s'il peut bénéficier de ses conseils. Ling laisse échapper un petit rire et prend une profonde inspiration avec un air de supériorité absolue. Elle lui dit qu'il n'est pas de taille à l'affronter. Ce simple mot éveille quelque chose en Ling. Son expression devient sérieuse. Il dégaine son épée et dit que même si elle est plus jeune que lui, elle parle avec beaucoup trop d'arrogance. Il ajoute que seule une confrontation permettra de déterminer s'il est à sa hauteur ou non. L'instant d'après, Ling active sa technique de déplacement et se retrouve tout près de son visage. Avec un léger sourire, elle lui propose autre chose. Elle lui dit d'aller d'abord défier Louis. S'il parvient à vaincre Louis, alors il pourra revenir s'entraîner avec elle. Cette proximité soudaine déconcerte complètement Ling. Il recule précipitamment, le visage rougissant. Il demande qui est Louis et dit qu'il n'a aucune rancune à son égard. Il ne comprend pas pourquoi il devrait défier quelqu'un avec qui il n'a aucune inimitié. Au moins, cela montre que Ling ne pense pas entièrement par impulsion. Il a encore un peu de raison. Voyant cela, Ling se détend légèrement. Elle expire profondément et s'assoit sur une branche d'arbre voisine. Elle explique que Louis est la raison pour laquelle son maître l'a puni et l'a envoyé en isolement dans l'arbre solaire du pic du nuage pourpre. Ling s'approche, baisse la voix et lui demande d'expliquer exactement ce que Louis a fait. Ling ferme les yeux. Elle accepte de lui raconter comment tout a commencé. Elle dit que tout a commencé le jour où elle a enfoncé la porte de Lewis. L'histoire continue. Les détails ne sont pas clairement exposés, mais le temps qu'elle finisse de raconter sa version partiale des faits. 1 heure entière s'est écoulée. 1 heure plus tard, le visage de Ling est déformé par la colère. Il explose de rage, affirmant que cette histoire est scandaleuse et répugnante, et que le simple fait de l'entendre lui fait bouillir le sang. Il se demande comment quelqu'un comme Louis peut même être digne d'être appelé son frère aîné. Ling se lève brusquement et commence à s'éloigner. Furieux, il dit à Ling de rester là. Il déclare qu'il va se venger en son nom. D'abord, il va vaincre Louis, puis il le forcera à s'excuser auprès d'elle. En entendant cela, Ling s'inquiète. Elle hésite et tente de l'arrêter, affirmant qu'il ne peut vraiment pas vaincre Louis. Mais Ling ne s'arrête pas. Il crie qu'il a déjà pris sa décision. S'il ne donne pas une bonne leçon à Louis aujourd'hui, alors il n'est pas digne d'être appelé le disciple en chef. La scène revient sur Louis. Il est véritablement devenu un fanatique de la cultivation. Il venait tout juste de terminer une séance de cultivation, et le voilà déjà assis à nouveau. Au moment où il commence à se concentrer, il sent quelqu'un entrer dans sa cour. Il ouvre les yeux et demande qui se trouve dehors. Une voix masculine ferme répond en donnant un nom Ling Wushang. En entendant ce nom, un souvenir refait surface dans l'esprit de Louis. Une arène, un combat acharné. Logiquement, leur première rencontre aurait dû avoir lieu lors du tournoi réunissant tous les disciples de la secte. Louis se souvient clairement qu'il en était le champion, tandis que Ling était le finaliste. Louis s'approche et ouvre la porte. Il confirme l'identité de Ling et demande poliment pourquoi le frère aîné Ling est venu aujourd'hui au pic du nuage pourpre. Ling est surpris. Il demande si Louis le connaît. Louis répond calmement que oui. Il fait l'éloge de Ling, affirmant que son nom apparaît même dans les récits. Il précise que Ling est entré dans la secte il y a 2 mois et 12 jours et qu'il a condensé son noyau céleste dès le premier jour.
Il trouve cela admirable. En entendant cela, Ling redresse inconsciemment la poitrine. Il dit que Lewis a un regard étonnamment perçant, puis le corrige légèrement, expliquant que cela ne fait que 2 mois et 11 jours. Le premier jour a été consacré aux formalités d'entrée. Louis hoche la tête avec enthousiasme et continue de le féliciter, qualifiant son talent de formidable et affirmant qu'il est extrêmement précieux pour la grande secte Tao. Soudain, Ling revient brusquement à la réalité. Il pointe Louis du doigt avec colère et lui ordonne d'effacer ce sourire de son visage. Il accuse Louis d'essayer de le tromper. Il déclare qu'il est venu ici pour lancer un défi. L'atmosphère devient instantanément silencieuse. Le sourire de Louis s'élargit légèrement. Il accepte le défi sans hésitation, affirmant qu'il s'ennuie depuis longtemps de toute façon. Tous deux sortent. Ling dégaine immédiatement son épée et se précipite en avant. Il déclare qu'il ne se retiendra pas et dit à Lewis de se préparer. Un coup dangereux fend l'air. Lewis s'écarte calmement et bloque l'épée avec seulement 2 doigts. Les yeux de Ling s'écarquillent de surprise. Lewis dégage une faible aura, concentrant sa puissance dans son poing alors qu'il charge en avant. Il s'excuse calmement pour cette offense. Ling serre les dents et tente de parer avec son épée, sentant le danger. Mais avant qu'il n'ait le temps de réagir, Louis disparaît. L'instant d'après, Louis apparaît derrière lui, et lui assène un puissant coup de pied dans le dos. Ling hurle tandis que son corps est projeté en avant, s'écrasant face contre terre, à plusieurs pas de là. Pas d'arme mortelle, pas de libération d'aura. Et pourtant l'humiliation est totale. Louis le regarde calmement et lui dit que cela devrait suffire. Mais Ling est têtu. Il se relève, la rage brûlant dans ses yeux, et exige un round supplémentaire. Cette fois, il dégaine son épée avec le plus grand sérieux. Il active l'art de l'épée du nuage pourpre. Adoptant une posture de combat appropriée, il se prépare pour un véritable combat. Ling attaque Louis une nouvelle fois. Dans son esprit, Ling est certain d'une chose. Cette fois, Louis ne pourra pas esquiver. Mais cette pensée n'est rien d'autre qu'une illusion. Dans le mouvement suivant, Louis passe tout droit à côté de Ling, sans effort, avec désinvolture, et l'attaque rate complètement sa cible. Les yeux de Ling s'écarquillent d'incrédulité. Il ne peut accepter ce qui vient de se passer. Sa respiration devient saccadée. Une lueur de panique apparaît sur son visage. Avant même qu'il n'ait le temps de réagir, le poing de Louis fonce déjà vers lui. Louis parle calmement. « Regarde bien. Je ne vais faire cette démonstration qu'une seule fois. » Le bras de Louis jaillit comme l'éclair. En un instant, sa main s'agrippe au col de Ling. Les pupilles de Ling se rétrécissent. Il s'écrie instinctivement que Louis est bien trop rapide. Mais avant qu'il n'ait pu finir sa phrase, Louis l'attrape par le col et le fait tournoyer violemment, le projetant au loin comme une poupée de chiffon. Au même moment, une aura rouge s'enjaillit du corps de Louis. De l'autre côté, Ling enfonce son épée dans le sol. Ses pieds raclent la surface tandis qu'il glisse en arrière, parvenant à peine à se stabiliser. Lewis se redresse alors, calme et imposant. Tel un véritable mâle alpha, il regarde Ling et lui demande d'un ton désinvolte s'il a apprécié et s'il souhaite continuer. Ling est clairement ébranlé à présent. La sueur perle sur son visage. Sa voix tremble légèrement lorsqu'il admet qu'en termes de technique, il est inférieur, mais que sa capacité de compréhension est forte. Louis penche légèrement la tête. Oh, que veux-tu dire, frère aîné? Ling lance soudainement une nouvelle attaque. Il crie qu'il a déjà compris la deuxième forme de l'art de l'épée Kishiya. Son épée fend l'air, déchirant le sol alors que l'attaque se précipite vers Louis à une vitesse terrifiante. Des fissures se propageant à travers la terre. La poussière vole partout. Pourtant, Louis reste debout, calme. Il se contente d'observer l'attaque qui s'approche. Puis, d'un ton grave, il dit frère aîné a en effet une bonne perception. L'instant d'après, Louis balance sa main comme une lame, sa paume fend dans l'air. L'attaque de l'épée qui s'approche est instantanément anéantie, complètement détruite. Voyant son coup le plus puissant anéanti avec tant de désinvolture, Ling est complètement sous le choc. Une sueur froide coule de son corps. Ses yeux restent grands ouverts. Il ne peut prononcer un seul mot. Louis baisse légèrement la tête. Il tend la main en signe de salut et demande s'ils peuvent en rester là. Ling prend une profonde inspiration. Il s'incline et rend le salut. Il admet sa défaite. Il reconnaît que Louis est bien plus fort et dit que les exploits futurs de Louis dépasseront inévitablement les siens. Louis esquisse un léger sourire. Il dit à Ling de ne pas s'inquiéter. À l'avenir, si quelqu'un lui pose la question, il dira qu'il a affronté son aîné pendant 10 rounds et qu'il a remporté une victoire de justesse. En entendant cela, Ling éclate de rire. Il fait l'éloge de Louis, le qualifiant de personne bienveillante, et dit qu'il se souviendra de lui. Il se retourne ensuite pour partir, lui dit au revoir et lui promet qu'ils se reverront. Au moment où Ling s'éloigne, Chu Linga court soudainement à toute vitesse. Elle est venue voir Louis. Elle s'écrie joyeusement que le frère aîné est enfin sorti. Ling tourne la tête vers elle. Une pensée lui traverse l'esprit. Y a-t-il vraiment autant de beauté au pic de Belling? Louis, cependant, n'a aucune intention de rencontrer Chu Ling. Sans hésiter, il claque la porte. Le bruit résonne dans la cour. Chu Ling se fiche sur place. Elle reste là, silencieuse, complètement abasourdie. Lentement, elle s'agenouille à nouveau. Son visage est empreint de tristesse. Elle demande doucement pourquoi le frère aîné a refermé la porte. Ling s'approche et lui parle. Il lui dit que la dignité d'une femme est précieuse. Il y a plein d'autres poissons dans la mer. Puisque Louis ne veut pas la voir,
Pourquoi s'accrocherait-elle à un seul arbre? Le regret de Chu-Ling s'intensifie. Les yeux rougis, elle supplie doucement, demandant si le frère aîné ne pourrait pas simplement ouvrir la porte et la regarder une seule fois. Ling tente d'ignorer la situation. Il se retourne et s'éloigne. En poussant un profond soupir, il se dit en son fort intérieur que c'est dommage qu'elle soit jolie, mais malheureusement aveugle. Lui, Ling Wushang, est si fringant et beau, et pourtant elle fait comme s'il n'existait pas. La scène change. Retour au pic du nuage pourpre. La jeune femme en colère s'entraîne toujours au maniement de l'épée. Ling arrive. Il dit à Ang Ling qu'il a perdu. En entendant cela, Ang Ling le regarde et esquisse un léger sourire. Elle lui dit qu'elle lui avait déjà dit qu'il ne pourrait pas vaincre Louis. Ling s'assoit sur un morceau de bois. Il admet que Louis est en fait quelqu'un d'assez bien et pas aussi terrible qu'elle le décrivait. Ang Ling pose ses deux mains sur sa taille et ricane. Elle dit que Louis traite assez bien les hommes, mais qu'avec les femmes, ce n'est pas forcément vrai. Ling hausse un sourcil et lui demande si elle connaît si bien Louis. Il mentionne qu'il vient de voir une jeune fille agenouillée devant la porte de Louis. Pourtant, Louis a gardé les portes fermées et a refusé de sortir. Ang Ling est surprise. Une jeune fille? Elle demande à quoi elle ressemblait et quel était son nom. Ling répond qu'elle était très jolie. Il se souvient l'avoir entendu se faire appeler Ling ou quelque chose de similaire. Le cœur de Ang Ling tressaille. Chu-Ling. Elle est donc revenue. Ses pensées s'embrouillent. Elle se demande comment gérer la situation. Elle se dit de ne pas être jalouse. Pourquoi serait-elle jalouse? Ce serait ridicule. Comment pourrait-elle bien être jalouse de lui? Au même moment, le visage de Ling s'assombrit, une prise de conscience terrifiante le frappe pas possible. Est-elle aussi la compagne de Liu Yue? Alors ne lui reprochez pas de ne pas savoir chérir Jade et Pitié Parfum. Ling se lève brusquement. Il défie Ang Ling. Il affirme qu'il a déjà tenu sa promesse de défier Lui, et qu'elle doit donc maintenant s'entraîner avec lui. Ang Ling hésite. Elle lui fait remarquer qu'il n'a pas vaincu Lui. Ling s'en moque. Il dit qu'il est allé défier Lui pour elle, et qu'elle doit donc assumer ses responsabilités. Ang Ling le fixe du regard pendant un moment, puis elle accepte. Elle dit qu'il est temps de lui faire renoncer à ce cœur insensé. Ses yeux rougissent de colère. Elle charge la première. Elle déclare qu'elle ne se retiendra pas comme Liu Yue l'a fait. Une violente explosion retentit sur la montagne. Des ondes de choc se propagent à travers le sommet. Ling la supplie désespérément d'y aller doucement. Mais Ang Ling ne l'écoute pas du tout. Une demi-heure plus tard, Ling est dans un état pitoyable. Son visage est enflé. Ses joues sont meurtries. Il a été si violemment battu qu'il peut à peine se tenir debout. Ang Ling le regarde froidement. Elle lui dit de ne plus venir perturber sa pratique à l'avenir et lui ordonne de partir. Ling pleure en s'éloignant en titubant. Il crie, désespéré, demandant si tout le monde au pic Belling est un monstre. Pourquoi les uns sont-ils plus impitoyables que les autres? Il jure qu'il reviendra un jour, c'est certain. Ang Ling fronce les sourcils. Ses pensées reviennent vers Chu-Ling. Pourquoi Chu-Ling est-il revenu? Elle décide qu'elle doit aller jeter un œil. L'enfermement? Qui se soucie de l'enfermement? Pendant ce temps, de retour au pic Belling, Chu-Ling est toujours à genoux devant la chambre de Louis. Son corps tremble. Son regret est accablant. Elle ne cesse de s'excuser, doucement, disant que c'était la faute de Lingé et que Lingé avait tort. Sa voix s'affaiblit, à cause de la faim et de la soif. Ses forces finissent par l'abandonner. Elle s'effondre contre le cadre de la porte. Le choc fait s'ouvrir la porte. Chu-Ling jette un regard anxieux à l'intérieur et appelle son frère aîné. Mais lorsqu'elle regarde dans la pièce, celle-ci est vide. Son cœur se serre. Son visage pâlit tandis qu'elle murmure. Sous le choc, mon frère aîné a disparu. Hong Ling arrive pour rejoindre Chu-Ling. Chu-Ling est légèrement surprise lorsqu'elle voit Hong Ling debout devant elle. Hong Ling parle d'un ton très dur et dit Liu Yi est déjà parti. Alors pourquoi es-tu encore à genoux ici? Il ne reviendra pas. Mais Chu-Ling est submergée par la culpabilité. Des larmes de regret coulent sans cesse de ses yeux. Elle se tourne vers Hong Ling et dit même si le jeune maître n'est pas dans la secte pour l'instant, je continuerai à m'agenouiller ici jusqu'au jour de son retour. Hong Ling se met en colère. Elle attrape la main de Chu-Ling et tente de la relever en disant tu devrais arrêter de t'agenouiller et te lever. Nous sommes des cultivatrices. Nous avons aussi notre dignité. Pourquoi t'humilies-tu ainsi? Mais Chu-Ling repousse la main de Hong Ling et s'écrie. Sœur Hong Ling, j'ai eu tort. J'ai commis une grave erreur. J'ai empoisonné le jeune maître. Cette punition est celle que je mérite. À ce moment-là, Maître B arrive. Dès qu'elle arrive, elle s'adresse doucement à Chu-Ling. Ce qui s'est passé appartient déjà au passé. À partir de maintenant, nous devons prendre un nouveau départ. Tu ne dois pas continuer à te blâmer. Mais Chu-Ling ne parvient toujours pas à tourner la page. Elle secoue fermement la tête et dit un poison céleste rigide ne peut jamais être complètement éliminé. Une partie restera à jamais dans son corps. Il est extrêmement difficile de le guérir. Lorsqu'Hong Ling et Maître B entendent cela, elles sont toutes deux stupéfaites. Hong Ling demande, incrédule, tu veux dire que le poison céleste est toujours dans le corps de Liu Yue, et qu'il y restera pour toujours? Elle est perplexe. Maître B reprend alors la parole, évoquant la pilule parfaite du retour à l'origine. Au moment où Chu-Ling entend parler de cette pilule, son regret s'intensifie encore davantage. D'autres larmes coulent de ses yeux tandis qu'elle dit cela signifie donc que Liu Yue n'a pas pris la pilule du retour parfait à l'origine intentionnellement. C'est parce que le poison céleste de la rigidité s'est déchaîné et a consumé son pouvoir.
En entendant cela, les yeux de Hong Ling se remplissent également de larmes. Elle baisse la tête et s'excuse doucement. Frère aîné, je suis désolé. Maître B soupire profondément et dit comme nous nous sommes tous trompés au sujet de lui. Mais où es-tu exactement maintenant? Dans les montagnes arrière de la grande secte Dao. Là-bas, lui cultive calmement et paisiblement. Son esprit est uniquement concentré sur son perfectionnement personnel, pas sur les femmes. Cette fois-ci, il ne commettra pas les mêmes erreurs. Son seul objectif est la cultivation. Grâce au système, Liu Yi surveille les 3 héroïnes. Le système dit maître. Elles attendent tout votre retour. Liu Yi répond froidement qu'elles attendent. C'est calme ici. Je vais cultiver ici. J'ai compris maintenant. Les femmes, l'une après l'autre, ne sont que des obstacles sur mon chemin vers le Tao. Notre personnage principal est enfin sur la bonne voie, sans détour, sans distraction. Mais le système est inquiet et demande combien de temps le maître compte-t-il rester ici? Liu Yi l'ignore. Une énergie dorée jaillit de son corps tandis qu'il sourit et dit avant le début du concours des disciples de décembre. J'atteindrai le 13e niveau du royaume du noyau originel et obtiendrai la qualification pour entrer dans le grand pavillon du trésor du Tao. 3 mois plus tard, les 3 mois se sont écoulés. La compétition des disciples est sur le point de commencer. De nombreux disciples s'envolent vers l'arène sur leurs épées. Quelqu'un annonce le maître du pic de l'ordre, chef de tous les pics, invite les disciples de la 92e génération à se rassembler sur la grande terrasse du Tao. Liu Yi vole lui aussi vers le pic ballant, le visage empreint de confiance. Mais il s'arrête soudainement. Son regard se pose sur 3 silhouettes. Ce ne sont autres que Hong Ling, Shuling et Maître Bai. Liu Yi se tait. À ce moment-là, Shuling se retourne. Son regard croise celui de Liu Y. Jeune maître, s'exclame-t-elle. Liu Y ne répond pas. Soudain, Hong Ling court vers lui et s'excuse frère aîné. Je suis désolé. Shuling se précipite également pour tenter de s'excuser. Maître B intervient, demandant à Liu de s'arrêter. L'agitation attire l'attention de tout le monde. Les disciples chuchotent, stupéfaits. Que se passe-t-il? 2 beautés époustouflantes s'excusent en même temps auprès d'un seul homme. Ces bavardages irritent Liu Yi. Son expression se fait glaciale tandis qu'il dit fermement ficher le camp. Les disciples sont complètement abasourdis. Il vient en effet de dire à 3 déesses d'aller se faire voir. Liu Yi a l'air d'un vrai dur à cuire. Hong Ling serre les poings, furieuse. Elle se retourne et dit si tu veux que je parte. Très bien, je vais dégager. Elle s'en va. Maître B se détourne également, visiblement contrarié. Je suis fatigué, c'est pour ça que je pars. Elle n'en revient pas de voir à quel point Liu Yi est devenu audacieux. Il ne reste plus que Shuling. Elle s'avance et dit doucement jeune maître. Mais avant qu'elle n'ait pu finir, un groupe de disciples s'agenouille devant Liu Yi, s'inclinant profondément. Héros, modèle de notre génération. Veuillez accepter notre salut. Ils ont enfin compris. Ignorez les femmes, allez de l'avant, cultivez-vous avec acharnement. Soudain, une voix puissante résonne. Que tout le monde prenne place. Tous les disciples se dirigent vers l'arène. Une autre annonce suit ensuite. Veuillez accueillir le vice-maître de la secte. Un vieil homme entre dans l'arène, à moitié chauve, portant des lunettes rondes qui lui confèrent une grande autorité. Il entame son long discours sur le Tao. Liu Yi bâille paresseusement et marmonne même le ton bureaucratique est exactement le même que dans ma vie antérieure. J'aurais dû arriver plus tard. Enfin, le vice-maître de la secte annonce la compétition se déroule selon un format à élimination directe. Donnez tout ce que vous avez. Ne soyez pas lâches. Je déclare officiellement ouverte la 92e compétition des disciples. Les combats commencent. Une belle jeune fille entre dans l'arène. Plusieurs disciples la dévisagent sans vergogne. Mais Liu Y ne la regarde même pas. Hong Ling le remarque et se sent déchiré. Les combats commencent. Hong Ling bat son adversaire d'un seul coup de pied, l'envoyant valdinguer hors de la scène. Le vice-maître de la secte annonce sa victoire suivante. C'est au tour de Shuling. Avant de monter sur la scène, elle s'approche de Liu Yi et dit jeune maître. J'ai rejoint la grande secte Dao. Des larmes de regret remplissent encore ses yeux. Elle monte sur la scène tout en continuant à regarder Liu Yi. Les disciples louent sa beauté. Son adversaire se moque d'elle. Petite sœur, tu t'es déjà suffisamment humiliée. Pourquoi continuer à te jeter à ses pieds? Le regard de Shuling se durcit. Elle répond d'un ton ferme merci de t'inquiéter pour moi. Grande sœur, pour moi, le jeune maître est une présence plus importante que le Dao lui-même. Son adversaire explose de colère absurde. Je vais te battre jusqu'à ce que tu reprennes tes esprits. Cette partie commence par un combat effrayant contre une autre disciple dans l'arène. Les deux s'affrontent violemment tandis que les disciples environnants les acclament bruyamment. Les deux camps ont leurs partisans, mais de nombreux disciples encouragent surtout l'autre disciple. Donne-lui une leçon. Remets-la à sa place. De l'autre côté, la sœur aînée Hong Ling regarde Liu en silence. Elle se met à réfléchir bien que celui soit plutôt beau. Il y a pas moins de 10 hommes dans la grande secte Tao qui sont plus beaux que lui. Alors comment cette petite fille a-t-elle pu tomber si profondément amoureuse de lui? C'est vraiment déroutant. Pendant ce temps, la disciple active sa technique. Une énergie spirituelle jaillit autour d'elle tandis que de multiples clones apparaissent, encerclant Shuling de tous côtés. Elle commence à repousser Shuling. Sœur Shuling, si tu ne te réveilles pas vite, ne m'en veux pas si je te blesse accidentellement, en tant que ta sœur aînée. Mais soudain, le regard de Shuling s'aiguisait. L'instant d'après, elle déchaîne sa propre technique. D'un mouvement rapide, elle détruit plusieurs clones en un clin d'œil.
Son épée se déplace comme l'éclair, tranchant les illusions instantanément. Avant que quiconque ne puisse réagir, elle apparaît devant la disciple, sa lame s'arrêtant à quelques centimètres de son cou, et toute l'arène tombe dans le silence. La peur se lit clairement sur le visage de la disciple. Shuling dit calmement merci de votre sollicitude, grande sœur. Puis elle retire lentement son épée et ajoute poliment j'accepte votre concession. Et juste comme ça, Shuling du pic flamboyant s'en va. Une lueur éclatante illumine son visage alors qu'elle se tourne vers Lou avec un sourire jeune maître. J'ai gagné. Mais Lou ne répond pas. Tous les disciples se tournent vers lui. Il n'a toujours pas fondu. Il sait exactement ce qu'il doit faire. Il n'a pas l'intention de se laisser distraire par les filles. Sans même se retourner, il se dirige vers la scène. Car le prochain combat est le sien. Tout le monde est choqué par son attitude. Les disciples commencent à chuchoter entre eux. Il ne sait absolument pas chérir Jade et Pitié Fragrance. Bientôt, le prochain combat est annoncé lui contre Gu King. Un grand nombre de disciples encouragent Gu King, lui souhaitant bonne chance. Ils veulent qu'il batte Lu. Ils espèrent qu'il mettra fin à l'attitude impitoyable de Lu et lui donnera une bonne leçon afin que la petite sœur puisse enfin voir quel genre de moins que rien il est vraiment. Lui regarde Gu King d'un air sérieux et se dit je ne crois pas que ce nom m'évoque quoi que ce soit. Sans perdre de temps, Gu King se précipite en avant et déclare haut et fort aujourd'hui. Je vais te donner une leçon au nom de tout le monde. Mais l'expression de Lu se fait glaciale. Il observe l'attaque qui se dirige vers lui. Il serre le poing. L'énergie spirituelle se rassemble instantanément, formant un point spirituel. Boum. D'un seul coup de poing, il brise l'épée de Gu King. L'impact propulse Gu King hors de la scène. Silence. Puis Liu dit calmement j'accepte ta concession. Le vieux maître, qui observe depuis les hauteurs, esquisse un léger sourire. Cette génération a produit d'excellents espoirs. Un autre ancien hoche la tête. En effet, ceux du pic flamboyant sont particulièrement remarquables. Le vieil homme poursuit chef de secte Hongling et Shuling. Je ne m'attendais pas à ce que la jeune sœur Bai soit non seulement douée pour la cultivation elle-même, mais aussi si redoutable dans l'enseignement des disciples. Elles sont excellentes, certes, mais leurs émotions sont aussi trop débordantes. Si ces deux jeunes filles tombent amoureuses, elles n'auront peut-être plus l'esprit à la compétition. Puis son regard se porte vers le frère aîné. Si cela continue, je crains que ma grande secte Tao ne devienne la secte de l'union jalouse. Après cela, de nombreux combats ont lieu. À chaque tour, les trois mêmes personnages continuent de gagner. Shuling avance facilement. Hongling avance également. Prochain combat Liu du pic flamboyant contre Lijima du pic d'un Dao. Lijima active sa technique et crée un bouclier spirituel en forme de tortue autour de lui. Le pouvoir défensif est extrêmement puissant. Il le renforce encore, le rendant encore plus épais. Mais Liu charge immédiatement vers l'avant. Sans hésiter, il lance un coup de poing vers le bouclier. Crac! Avec une force terrifiante. Il brise complètement la défense. Lijima est stupéfait de voir son puissant bouclier se briser comme du verre. Il tombe lourdement au sol, incapable de croire que sa défense ait été détruite si facilement. Après l'avoir vaincu, Liu dit calmement merci. Lui progresse lentement dans les rounds. Sa prochaine adversaire est Hongling. Hongling le fixe attentivement. Elle sait déjà qu'elle n'est pas de taille face à lui. Je sais que je ne peux pas te battre, dit-elle. Mais mettons-nous d'accord sur une chose d'abord pas de coup au visage. Peut-être qu'elle prépare une ruse. Elle comprend déjà qu'elle ne peut pas gagner normalement. Lui esquisse un léger sourire. Tu m'as en fait rappelé quelque chose. L'instant d'après, boum. Son poing spirituel atterrit directement sur le visage de Hongling. Elle est complètement sous le choc. Sa vitesse dépasse de loin ses attentes. Le combat est pratiquement terminé en un clin d'œil. Tu as dit pas de coup au visage, crie-t-elle avec colère. À présent, Hongling active sa technique. Une énergie dorée jaillit de son corps. Alors, éclaire-moi, frère aîné. Elle utilise son poing divin intrépide. Liu lève nonchalamment le poing, sans effort, sans mouvement brusque. Juste une simple extension du bras. Une énergie spirituelle rouge jaillit de sa main. Lorsque son poing divin entre en collision avec le sien, son attaque se brise instantanément. D'une légère poussée, Liu l'envoie valdinguer en arrière. Elle s'écrase sur la scène. Vaincue, il passe devant elle puis s'arrête brusquement. Quelqu'un commente à voix haute bon sang. Ce loup, il n'aime pas les femmes. Mec, un autre disciple marmonne il n'est pas coincé. Il est franc. Il ne regarde que vers l'avenir maintenant. Hongling, tel un chaton agacé, refuse d'abandonner frère aîné. Je n'en ai pas fini avec toi. Elle n'accepte toujours pas la défaite. Personne ne sait à quoi elle s'accroche encore. Mais Liu ne veut plus de relations amoureuses. Pourtant, ces gens continuent de le poursuivre. Deux disciples, qui sont en réalité ses fans, chuchotent si c'est vraiment le cas. Liu est assez pitoyable. L'avons-nous mal compris? L'autre acquiesce. Les garçons qui vivent seuls dehors doivent bien se protéger. Puis le 5e round commence. Cette fois, Liu affronte Lingu Yushuang. Ils se tiennent face à face sur la scène. Lingu dit « Calmement j'ai déjà corrigé mes défauts, mais il semble que je ne sois toujours pas à ta hauteur. » Liu répond connaître la honte puis faire preuve de courage. Progresser sans cesse. Telle est la voie de la cultivation. Lingu plisse les yeux, tu n'es pas quelqu'un d'irraisonnable. Alors pourquoi es-tu si sauvage et impitoyable envers tes cadettes? Liu ne répond pas. Il lève la main et fait un geste viens. Tu n'as pas besoin de savoir ça. Contente-toi de passer à l'action. Lingu se met en colère.
Il active sa technique et envoie d'innombrables coups tranchants vers Liu. Et alors que cet affrontement explosif est sur le point de se dérouler, cette partie commence avec Liu Yi levant lentement 2 doigts de sa main droite. L'instant d'après, une intention d'épée rouge flamboyante se condense entre ses doigts, brillant intensément comme du sang en feu. L'air autour de lui tremble. Sans hésitation, il fend l'air d'un coup d'épée qui percute l'attaque de son adversaire et la détruit sans effort. De plus, Liu Y continue d'avancer calmement, comme si rien ne pouvait l'arrêter. Son adversaire ressent désormais clairement la puissance écrasante de Liu Y que la peur s'insinue dans son cœur. Sa prise se resserre, mais sa confiance a déjà disparu. Liu Y esquisse un léger sourire et dit en voyant ton frère. Ling Du, veux-tu toujours continuer? Un léger sourire apparaît sur son visage, confiant, presque taquin. L'instant d'après, l'épée de Ling Du glisse de sa main et tombe sur la scène de l'arène dans un grand cliquetis. J'admets ma défaite. Il baisse ouvertement la tête, reconnaissant sa défaite. Liu Y joint les mains devant lui en signe de salut respectueux. Merci de m'avoir laissé gagner. L'arène tout entière tombe dans le silence. Tous les anciens présents sont complètement sous le choc. Un ancien s'écrie soudain, la jeune sœur B n'est même pas une cultivatrice spécialisée dans l'épée. Un génie de l'épée comme lui devrait être formé par moi. C'est l'arrangement le plus approprié. Mais immédiatement, un autre ancien bondit en avant et l'interrompt. Furieux n'importe quoi. Tu n'arrives même pas à me battre. Comment pourrais-tu enseigner quoi que ce soit à Luo? Il retrousse ses manches et serre le poing, prêt à se disputer. Avant que la situation ne dégénère davantage, un troisième ancien s'avance et soupire profondément. Je ne me sens pas digne de l'enseigner. Je vais aller trouver mon maître. Peut-être que mon maître pourra guider personnellement Liu Yi. La compétition pour Liu Yi a officiellement commencé. À ce moment-là, Maître B s'avance, frères aînés. Liu Yi est mon disciple. Notre pic Bélian n'est pas un endroit où vous pouvez parler aussi grossièrement. Dès que les anciens la voient, leurs visages rougissent de honte. Un ancien s'empresse de dire, petite sœur Bai, si tu es disposé à confier Liu Yi à notre pic de l'épée solitaire, nous sommes prêts à offrir toutes nos précieuses ressources pour les 3 prochaines années à ton pic de l'évent. Un autre ancien ajoute désespérément, petite sœur Bai, tu me connais. Mon écriture du ciel de l'épée cachée attend son successeur au sommet. Si tu ne le cèdes pas à mon pic de l'épée cachée, notre lignée s'éteindra. Je suis prêt à te donner 20 ans de mon essence. Mais Maître Bai secoue fermement la tête. Pas question. Il est absolument impossible de vous confier Liu Yi. Il n'y a pas de place pour la négociation. Liu Yi entend tout. Il se met à réfléchir. Maîtresse Bai n'a-t-elle pas peur que je la trompe et que je détruise la réputation de nos ancêtres? Pourquoi refuse-t-elle si fermement de m'envoyer ailleurs? Soudain, une voix puissante résonne dans le ciel. Maréchal Nispet, je prends ce lit. Tout le monde se fige. Maître Bai lève les yeux, sous le choc. Tous les anciens lèvent la tête. Dans le ciel se tient une silhouette vêtue d'une robe noire, une épée dans le dos, dégageant une aura immense et écrasante. C'est le vénérable maître de l'épée de combat. Il se tient dans les airs, l'air froid et grave, regardant tout le monde en contrebas. Dès que les anciens l'aperçoivent, il s'incline immédiatement. Salutations, oncle Martial, maître de l'épée de combat. Tous les disciples tombent également à genoux, y compris Liu Yi. Liu Yi se dit en son fort intérieur ainsi. Même un ancien suprême du royaume de l'interrogatoire du Tao est venu s'emparer de disciples. Mais alors, un autre ancien puissant apparaît derrière le maître de l'épée de combat, frère cadet. Épée de combat. Je crois que Liu Yi est plus apte à hériter de mon Tao de l'épée. Avant que quiconque ne puisse réagir, un autre aîné terrifiant arrive, frère aîné Tao. Je pense que Liu Yi est clairement plus apte à hériter de mon Tao de l'épée. À présent, plusieurs aînés de niveau vénérable se disputent ses faveurs. Maître B est complètement bouleversé. Son cœur bat à tout rompre. Selon les règles de la secte, les anciens ne peuvent choisir des disciples qu'à leur entrée dans la secte. Enlever quelqu'un par la suite va à l'encontre de la tradition. Elle s'exclame rapidement, oncle Martiaux. Selon les règles établies, on ne peut choisir des disciples qu'à leur entrée dans la secte. Enlever quelqu'un maintenant, simplement parce que vous voyez son aptitude exceptionnelle, n'est vraiment pas la bonne manière de procéder. Elle est clairement nerveuse. Son cœur bat à toute vitesse. Elle a peur que Liu Yi lui soit enlevé. Le vénérable maître de l'épée de combat devient soudainement sérieux. Son regard perçant se fixe sur Maître Bai. D'un ton froid et ferme, il dit, vous n'êtes pas un cultivateur de l'épée. Comment pouvez-vous enseigner correctement à un puissant génie de l'épée? La pression dans l'arène devient suffocante et la véritable bataille ne fait que commencer. Ce n'est toujours pas une raison pour que vous enleviez quelqu'un. Le vénérable maître d'armes plisse les yeux. Puisque vous êtes si têtu, je vais alors m'adresser directement à votre disciple. Son regard se porte vers Liu Yi. Liu Yi, je te le demande maintenant, es-tu prêt à quitter Lian Pic et à te soumettre à une autre lignée de maîtrise de l'épée? L'arène tout entière se tait. Liu Yi se tient debout, silencieux, le regard tourné vers le ciel. De l'autre côté, le cœur de Maître Bai bat à tout rompre. Des gouttes de sueur perlent sur son visage. Derrière elle, Hong Ling est également nerveuse. De la sueur perle également sur ses tempes. Elle se dit, Liu Yi, si tu veux vraiment partir, cela signifie-t-il que nous n'aurons plus aucun lien à partir de maintenant? Elle suppose qu'il pourrait rester. Mais ce malentendu est sur le point d'être dissipé. Et quelque part au plus profond de son cœur, une étrange jalousie commence à brûler. Après tout, dans leur vie antérieure, elle et Liu Yi avaient partagé d'innombrables séances de cultivation à deux, intimes.
Leur lien n'était pas superficiel. Pendant ce temps, lui rit intérieurement. Un sourire malicieux apparaît sur son visage. Il joint respectueusement les mains et s'écrie d'une voix forte bien sûr. J'en suis tout à fait disposé. Au moment où le vénérable maître d'épée entend cela, il éclate de rire. Très bien. Puisque tu n'as aucune objection, je vais immédiatement en faire part au maître de la secte et le laisser décider personnellement. Tout de suite. C'est comme s'il venait de découvrir un diamant dans une mine de charbon. Un véritable génie. Les trois vénérables maîtres partent immédiatement à toute vitesse pour rencontrer le maître de la secte. En bas, lui observe calmement. Pendant ce temps, les anciens de rang inférieur qui espéraient le recruter paniquent. Allons-y, peut-être pourrons-nous encore récupérer quelques miettes. Ils se précipitent eux aussi. De l'autre côté, l'expression de maître s'assombrit. Peu importe à quel point elle est éblouissante. Qu'importe, le futur génie de l'épée le plus puissant ne perdra pas son temps éternellement dans des petits étangs. Derrière elle, Hong Ling demande nerveusement maître. Que devons-nous faire? Et si c'est oui? Maître B répond froidement tant que je suis là. Personne n'a le droit de le lui ravir. Puis elle se retourne d'un air déterminé. Qui a peur de qui? S'ils vont voir le maître de la secte. Moi aussi. Et elle part rapidement vers la grande salle du Tao. À ce moment-là, une voix résonne depuis l'arène. Pourquoi restez-vous là? La compétition n'est pas terminée. Continuez. À cette annonce, une nouvelle jeune fille monte sur scène. Elle est d'une beauté exceptionnelle, mais inconnue. L'annonceur déclare demi-finale. Deuxième match Shuling contre la sœur aînée. Rong Wurong. Les disciples chuchotent avec excitation. C'est un duel entre deux beautés. La paume et le dos de la main. Tous deux sont précieux. Honnêtement, ils n'ont pas tort. Il est difficile d'imaginer à quel point ce sera époustouflant quand elles se battront. Shuling monte sur scène et salue poliment sœur aînée. Veuillez faire le premier pas. Changement de scène, la grande salle du Tao. Un palais gigantesque. Le cœur de la secte, d'où l'on peut entendre des voix même depuis l'extérieur. Maître de la secte, vous devez prendre une décision pour moi. Sinon ma lignée d'épéistes solitaires s'éteindra véritablement. Un autre ancien ajoute d'un ton pressant maître de la secte. Je ne peux pas rester les bras croisés et regarder un jeune espoir du Tao de l'épée être enseveli sous les sables de Liampik. À l'intérieur de la salle, une silhouette majestueuse est assise sur un trône grandiose. Devant lui, les vénérables anciens s'inclinent respectueusement. Derrière eux se tient Maître Bai. Le vénérable maître de l'épée déclare maître de la secte. Si nécessaire, je m'inclinerai devant vous. C'est alors que nous apercevons enfin le grand maître de la secte Tao, Lu Shungfeng. Il lève la main et dit froidement assez. Taisez-vous tous. Silence instantané oui. Maître de la secte. Il tourne son regard perçant vers Maître Bai, petite sœur Bai. Pendant un instant, il a l'air sérieux. Mais l'instant d'après, son expression change complètement. Il s'adoucit instantanément. Comme un chat qui essaie de se montrer mignon. Je ne t'ai pas vu depuis un an. Tu es de plus en plus belle. Ouah. Ainsi, même le maître de la secte n'est pas à l'abri face à une belle femme. Les vénérables anciens sont stupéfaits. Leur visage s'affole d'incrédulité. Pendant ce temps, Maître Bai sourit doucement. Un léger rougissement apparaît sous ses yeux. Cette partie commence. Et Maître Bai salue le maître de la secte. Et après avoir vu Maître Bai, le maître de secte pervers dit je te l'ai dit. Tu peux m'appeler frère aîné. Il n'y a pas besoin de m'appeler maître de secte. Mais Maître Bai répond les règles de la secte ne peuvent être enfreintes. L'étiquette ne peut être abolie. Puis, de l'autre côté, le maître de secte pervers dit très bien. Très bien. M'appeler maître de secte me convient aussi. Petite sœur Bai, que penses-tu de cette affaire? Puis Maître Bai répond pour ma part. Je ne permettrai en aucun cas à lui de quitter le pic Baiyun. Cela ne respecte ni les règles de la secte, ni l'étiquette. Après avoir entendu ces paroles, un maître martial dit Baiyunlan. Tu es une cultivatrice de sorts. Ne détourne pas les disciples du droit chemin. Puis Maître Bai sourit et dit je peux enseigner les sorts. Je peux aussi enseigner le maniement de l'épée. Si les trois maîtres martiaux ne me croient pas, alors le maître de la secte peut m'autoriser à livrer un bref combat contre les trois maîtres martiaux. Si je gagne, Liu Yu deviendra un disciple du pic Baiyun. Après avoir entendu ces paroles, un maître martial la regarde et dit très bien, cet oncle martial ne te malmènera pas non plus. Je scellerai ma propre cultivation et je te combattrai à l'épée au même niveau de raffinement du vide. Si tu perds, alors laisse Li Y choisir par lui-même. Et Maître Bai se tient également prête. Puis elle se met rapidement en route vers l'arène et dit je ne perdrai absolument pas. Si tu veux Lui, viens me combattre dans les airs. Derrière elle, l'oncle martial se met également en route et dit très bien. Pour le bien d'un successeur. Ce vieil homme n'a pas peur de porter l'infamie d'avoir malmené la petite. Et de l'autre côté, le maître de la secte perverse dit à Maître Bai d'arrêter. Mais elle est déjà partie. Alors il dit à l'oncle martial, épée solitaire, tu ne dois absolument pas faire de mal à la petite sœur Bai. Puis, dans le ciel, Maître Bai invoque une épée spirituelle qui apparaît au-dessus d'elle. Et elle dégaine également sa propre épée. À ce moment-là, Shuling remarque cette épée spirituelle et lève les yeux vers le ciel. Puis elle dit la maîtresse de l'épée divine est passée à l'action. Et dès que l'oncle martial voit le pouvoir de Maître Bai, il est complètement stupéfait et s'exclame petite sœur Bai. Comment est-ce possible? Puis elle dit oncle martial, fais attention. Puis elle abaisse son doigt. Et de ce fait, son épée divine commence également à descendre. Pour bloquer cette attaque, l'oncle martial lance également son épée vers l'avant pour la contrer. Et dit alors, cet oncle martial ne se retiendra pas. Et leurs deux épées s'entrechoquent.
L'oncle Martial utilise son coup d'épée solitaire pour bloquer l'attaque. Mais l'instant d'après, son épée spirituelle commence à se briser et se fait voler en éclats. L'oncle Martial perd. Du sang coule de sa bouche. Et il est également blessé. Puis Maître B le regarde d'un air grave et dit: Oncle Martial, vous avez perdu. Puis elle annonce d'un geste de la main: Je vous en prie. Oncle Martial, éclairez-moi. Puis le deuxième oncle Martial s'avance devant elle et dit: Laissez tomber. Le Tao de l'épée que vous venez de montrer prouve que vous avez la capacité d'enseigner à lui. Puisque c'est le cas, il n'est pas bon pour nous de continuer à voler le trésor de quelqu'un d'autre. Il accepte la défaite. Et le troisième oncle Martial ajoute: Pas mal. Je suis du même avis. Après avoir entendu leurs paroles, Maître B joint les mains en signe de salut et dit merci aux oncles martiaux. Elle descend ensuite là où le maître de la secte perverse l'attend. Il lui dit alors: Petite sœur Bai, tu vas bien? Petite sœur Bai, la technique d'épée qu'il vient d'utiliser n'appartient pas à la grande secte Tao, n'est-ce pas? En réponse, elle dit: Je l'ai obtenue par hasard. Elle n'appartient en effet pas à la grande secte Tao. Et le maître pervers est toujours très heureux et dit: Puisque la petite sœur aime étudier les techniques d'épée, moi, ton frère aîné, j'ai collectionné en privé pas mal d'art de l'épée. Pourquoi la petite sœur ne m'accompagnerait-elle pas au pavillon de la bibliothèque pour les étudier ensemble? Mais la maîtresse refuse et dit: Désolé, frère aîné, je n'aime pas les techniques d'épée. Puis la scène se déplace vers l'arène où Chuling se trouve toujours sur la scène. Le combat final est sur le point de commencer. Chuling contre Lui. Debout dans l'arène, Chuling pense: Jeune maître, je vous ai enfin attendu. À ce moment-là, Lui commence à entrer dans l'arène. En le voyant, les yeux de Chuling brillent. Elle se réjouit et dit: Jeune maître. Pas à pas, Lui s'avance dans l'arène. À sa vue, un silence s'installe partout. Chuling se tient toujours dans l'arène. Mais soudain, elle ressent quelque chose, une intention meurtrière. Une intention meurtrière se dégage des yeux de Lui, et elle se met à penser: Jeune maître, voulez-vous vraiment me tuer? Et la foule acclame bruyamment. Elle crie: Battez-le. Tout le monde déteste Liu. Ils disent: Anéanti ce retour. Je trouve Liu insupportable depuis longtemps. Puis Chuling tombe soudainement à genoux et dit: Jeune maître, faites-le. Elle se prépare à mourir. Mais Liu la regarde avec des yeux haineux. Il reste silencieux. Et quand les disciples voient que Chuling s'est déjà agenouillé, tout le monde est sous le choc. Ils disent: Pourquoi est-ce comme ça? Combien d'argent a-t-elle pris à Li? Un autre dit: Cette femme est-elle folle? Elle est tout simplement 1000 fois plus naïve que moi. Puis enfin, Liu dit: Toi et moi, nous n'avons actuellement aucun sentiment l'un pour l'autre. Je ne te tuerai pas. Reste loin de moi. Très bien. L'homme sait ce qu'il doit faire. Rester loin des femmes. Mais les yeux de Chuling sont remplis de larmes de regret. Elle pleure et dit: Non, jeune maître, vous pouvez me tuer, mais je ne vous quitterai absolument pas. Mais à ce moment-là, Liu lui gifle soudainement le visage, et, la fixant du regard, il dit: Espèce de psychopathe. Cette partie commence par l'annonce que le vainqueur du combat est Liu. Avec cette annonce, la victoire de Liu devient officielle. Après cela, le vice-maître de la secte remet un jeton à Li et lui dit: Prends ce jeton et va au grand pavillon du trésor du Tao. Avec lui, tu pourras entrer et récupérer ta récompense. Liu accepte poliment le jeton et dit respectueusement merci. Mais à ce moment-là, Lui ressent soudainement une sensation de froid dans l'air. Il regarde immédiatement devant lui, essayant de déterminer d'où provient cette aura glaciale. Bientôt, il se rend compte d'une chose surprenante: l'aura glaciale provient de Maître B et de son aîné. En fait, c'est Maître B elle-même qui dégage cette puissante sensation de froid. Et Liu s'en rend rapidement compte. Lui se dit: Depuis quand Maître B est-elle devenue aussi forte? Puis la sœur aînée de Maître B prend la parole et dit: Tu es même capable de vaincre quelqu'un du royaume de l'intégration du Tao. J'ai l'impression que tu me caches beaucoup de choses en ce moment. Elle est clairement perplexe et veut comprendre ce qui se passe. Puis elle poursuit: Es-tu toujours la même bonne sœur que je connaissais? Ou as-tu changé? Dis-moi la vérité. Avoue. En entendant cela, Maître B hésite et ne parvient pas à s'expliquer. Mais sa sœur aînée remarque quelque chose d'étrange. Le visage de Maître B rougit et ses joues sont légèrement rouges. Voyant cela, sa sœur aînée dit: J'ai remarqué quelque chose. Tu sembles encore plus séduisante qu'avant. Bon sang, que se passe-t-il exactement? Que caches-tu derrière mon dos? Maître B cache rapidement son expression et se couvre le visage rougi. Elle répond: Bon sang, ce n'est pas du tout ça. Elle ne dit pas la vérité. Mais au fond d'elle-même, elle sait déjà quelque chose d'important: le chaos du poison à l'intérieur de son corps est apparu plus tôt que prévu. Elle a également remarqué ce changement. C'est probablement pour cela que son aura séduisante est devenue plus forte. Puis, alors que sa sœur aînée pose doucement une main sur l'épaule de Maître B, celle-ci ressent soudain quelque chose d'étrange. Sa sœur aînée demande qu'est-ce qui ne va pas exactement, mais dès qu'elle touche Maître B, elle ressent une sensation très inhabituelle. Cette sensation est si étrange qu'un petit cri s'échappe de sa bouche. Elle s'empresse de dire: Ça va, je vais bien. Mais juste après cela, Maître B disparaît soudainement. Avant de partir, elle dit qu'elle a quelque chose d'urgent à régler, et qu'elle doit donc partir en premier. Dès qu'elle s'évanouit, sa sœur aînée reste là, complètement confuse et sous le choc. Pendant ce temps, de l'autre côté, Liu observe tout cela avec un léger sourire. Dans son esprit, il pense: Ma chère maîtresse, il s'agit du poison Kaojin. J'espère que tu pourras compter sur ta propre force pour le réprimer, tandis que je finirai par réduire ce poison à néant.
Lui affiche une étrange confiance. Après cela, la scène se déplace progressivement vers le grand pavillon du trésor Tao. Lui monte les marches et s'approche du pavillon. Lorsqu'il atteint l'entrée, il montre le jeton de récompense au gardien. L'ancien du pavillon le regarde et lui demande: tu es le champion de cette édition? Puis il ajoute: tu t'appelles Liu Yi, n'est-ce pas? Si c'est bien le cas, entre, je t'en prie. Liu Yi entre dans le pavillon. À l'intérieur, un autre ancien lui explique: plus vous monterez dans ce pavillon, meilleurs seront les trésors que vous trouverez. Cependant, vous ne pouvez choisir que 3 trésors, et ils doivent provenir du 7e étage ou des étages inférieurs. Après avoir entendu cela, Liu Yi sourit étrangement. Puis il dit calmement: une racine d'esprit du bois, une clé de la crête de l'enterrement des dieux et un fourneau au trésor des 9 dragons. J'ai déjà fait mon choix. Il était clairement venu préparer. Lorsque l'ancien entend cela, il est extrêmement surpris. Certes, la racine spirituelle et la clé de Ridge de l'enterrement divin sont de bons objets. Mais ce fourneau au trésor des 9 dragons. Liu Yi se contente de faire un clin d'œil et dit: j'ai mes propres utilisations merveilleuses pour cela. Au bout d'un moment, Liu Yi sort du grand pavillon des trésors du Tao. Dehors, de nombreux disciples sont rassemblés à ciel ouvert. Liu Yi s'assoit sur un petit rocher et se met soudain à crier à tue-tête: fourneau au trésor des 9 dragons. Four au trésor des 9 dragons tout neuf. Il essaie clairement de le vendre. Puis il poursuit: échanger le contre un fruit de l'âme yin profond. Ne manquez pas cette occasion. Le four au trésor des 9 dragons peut raffiner toutes sortes de pilules et extraire des herbes de première qualité. Liu Yi s'approche d'un disciple et dit: frère aîné, attendez, s'il vous plaît. Pas 998, pas 668, juste un fruit de l'âme profonde. Et vous pourrez emporter ce four au trésor des 9 dragons chez vous. Mais le disciple le repousse, fait un geste de la main et s'éloigne. Écarte-toi. Liu Yi regarde le four et marmonne: oh non, ne me dis pas que je ne vais pas pouvoir le vendre. Mais soudain, une idée lui vient à l'esprit: j'ai trouvé. Liu Yi soulève alors le four et crie à tue-tête. Le four au trésor des 9 dragons peut produire toutes sortes de pilules. Il peut renforcer le corps et améliorer la santé. Dès qu'il crie cela, les disciples à proximité se tournent tous vers lui. Les yeux de l'UY se mettent à briller. Oui, c'est l'occasion rêvée. Il s'éclaircit la gorge, ça booste la virilité. À ce moment-là, un autre disciple s'intéresse à la question et demande alors: comment puis-je l'échanger? Liu Yi répond immédiatement: un fruit de l'âme profondeur. Et, juste comme ça, l'affaire est conclue. Liu Yi sourit et dit: tu as un excellent goût. Quelque temps plus tard, la scène se déplace vers la porte principale de la grande secte Tao. On y voit Chuling, qui a préparé à manger pour Liu Yi. Elle porte le plat pour lui. Honnêtement, même si elle l'a trahi auparavant, elle est toujours incroyablement belle. À ce moment-là, Li Yi monte les escaliers et Chuling le remarque: jeune maître, vous êtes là. Mais Liu Yi l'ignore complètement. Chuling dit: jeune maître, je vous ai préparé vos gâteaux aux haricots mango préférés. Liu Yi passe devant elle sans même la regarder. Chuling ne peut que rester là à le regarder partir: jeune maître. Mais avant qu'elle ne puisse continuer, Liu Yi invoque son épée, monte dessus et se prépare à s'envoler. La laissant derrière lui, il s'en va rapidement. Liu Yi pense avec ses 3 trésors en main: je peux enfin quitter la montagne et m'occuper de certaines choses. Mais Chuling refuse d'abandonner et crie: jeune maître. Liu Y entend sa voix et se retourne. Il voit que Chuling le poursuit en chevauchant une épée. Jeune maître, attendez-moi. Liu Y s'énerve. Tu as perdu la tête? Puis, soudain, il disparaît, la laissant loin derrière lui. La scène se déplace ensuite dans la cour de Bei Yiling. Maître Bei est assise là, essayant de neutraliser le poison qui ronge son corps. Devant la porte, sa sœur aînée fait les 100 pas, nerveuse. Elle murmure: Bei Ling, combien de choses me cache-t-elle? Pourquoi un tel frisson si intense est-il soudainement apparu de nulle part? À ce moment-là, Hong Ling arrive et dit: maître, elle souffre d'une poussée du poison Tian. Mais cela n'aurait pas dû se produire si tôt. En entendant cela, la sœur aînée est sous le choc. Hong Ling, qu'est-ce que ce poison Tian? Pourquoi n'en ai-je pas entendu parler? Hong Ling explique: le poison Tai Yin provient de la constitution particulière de maître. Il provoque l'accumulation continue de l'énergie Tian qui se condense sous forme liquide, produisant une douleur glaciale extrême. Mais ce qui est étrange, c'est qu'il ne devrait apparaître qu'après avoir atteint le royaume de l'intégration du Tao. Or, Maître n'a pas encore atteint ce royaume. Pendant ce temps, dans la cour, Maître Bei tente toujours de réprimer le poison. Elle se dit pourquoi, même en utilisant le sutra divin de la transformation sacrée, ne parviens-je toujours pas à dissiper complètement le poison Kéozen comme je l'ai fait dans ma vie antérieure. Puis elle se souvient de lui, et elle se demande: se pourrait-il que je ne parvienne toujours pas à me libérer de ma dépendance à lui? Cette partie commence, et nous entendons des cris provenant de la chambre de Maître Bei. En entendant ces cris, la sœur aînée et Hong Ling sont toutes deux choquées. Puis nous voyons la scène à l'intérieur où Maître Bei est assise, et elle a enfin éliminé jusqu'à la dernière goutte de poison yin de son corps. Il a complètement disparu, et grâce à cela, elle respire profondément. Mais à ce moment-là, la sœur aînée ouvre la porte et entre. En même temps, elle félicite sa sœur cadette, lui disant qu'elle a fait une percée et qu'elle est même entrée dans le royaume de l'interrogatoire du Tao. Puis elle s'approche rapidement, pose sa main sur l'épaule de Maître Bei et lui demande comment elle se sent. En réponse, Maître Bei dit qu'elle se sent reposée et rassurée, et qu'elle va déjà bien. La sœur aînée lui dit alors que le froid a dû pénétrer son corps, ce qui a affaibli son QI et son sang.
Elle ajoute qu'elle se trouve déjà dans le royaume de l'interrogation du Tao, mais que son pouls est toujours ainsi, et qu'elle continue de dire qu'elle va bien. À ce moment-là, Hong Ling entre également dans la pièce. Maître B dit alors à sa sœur aînée qu'il ne s'agit que d'une broutille, et se met en route. Elle interroge ensuite Hong Ling au sujet de lui demandant où il se trouve actuellement. En réponse, Hong Ling dit qu'après avoir obtenu la première place, le frère aîné a disparu. Il a dû quitter la secte pour aller acquérir de l'expérience. En entendant cela, Maître B comprend immédiatement où Liu Yi a pu aller. Elle dit qu'il se trouve probablement dans la crête des sépultures divines. Hong Ling répond que cela devrait être le cas. Maître B dit alors qu'elle devrait aller vérifier. Hong Ling répond et si vous y alliez, maître. Pendant ce temps, la sœur aînée, qui se tient à l'écart, est extrêmement perplexe. Elle se met à réfléchir. Attendez, comment savent-ils où Liu est allé s'entraîner? Et puis, c'est quoi cette crête de l'enterrement des dieux? Pourquoi je n'en sais rien? Que quelqu'un lui explique tout, s'il vous plaît. Elle est perplexe depuis un bon moment, mais aucun d'eux n'est d'humeur à lui répondre. Ils partent rapidement à la recherche de Liu. La sœur aînée se met alors à les suivre. Elle dit maudite sois-tu, Baekian, je t'ai traité comme ma meilleure amie, et pourtant tu me traites ainsi. Que me caches-tu exactement? Maître B se retourne, sourit et dit, on se demandait si tu allais nous suivre. En entendant cela, la sœur aînée gonfle les joues et dit n'importe quoi. Avec ma personnalité de sœur aînée, comment aurais-je pu ne pas vous suivre? Puis elle dit à Hong Ling toi, Hong Ling, tu as l'air distraite. Tu me caches sûrement quelque chose, n'est-ce pas? Mais Hong Ling nie catégoriquement, bien qu'elle hésite un peu, et répond qu'elle se demandait simplement combien de temps il leur faudrait encore pour arriver. Tout en marchant, elle se met à réfléchir frère aîné. Je sais que j'ai eu tort. Tu ne dois certainement pas être en danger. Au bout d'un moment, ils arrivent près d'une grotte. À l'entrée de la grotte, quelqu'un est à genoux. C'est Chuling. Elle attend toujours que son jeune maître sorte et lui pardonne. À ce moment-là, une voix se fait entendre derrière elle, lui demandant où se trouve son frère aîné. Dès que Chuling les aperçoit, elle les salue la première et leur dit qu'il est encore à l'intérieur. Lorsque la sœur aînée entend Chuling s'adresser à elles en les appelant sœurs aînées, elle est une fois de plus stupéfaite et se met à penser qu'il doit y avoir des ragots fracassants derrière cette femme. Elle ne veut que des ragots. Quand finira-t-elle par apprendre la vérité et la répandre dans toute la secte? Que quelqu'un lui dise la vérité, s'il vous plaît. Quoi qu'il en soit, Chuling répond à Sœur Yi que le jeune maître est déjà entré dans la crête funéraire des dieux et qu'elle est là pour agir en tant que sa protectrice du Dharma. Hong Ling dit qu'elle est un peu inquiète et qu'elle devrait entrer dans la crête funéraire des dieux pour jeter un œil. En réponse, Chuling lui demande de quoi elle s'inquiète. Puis Hong Ling se penche près de son oreille et dit ce que tu as fait, je l'ai fait aussi. En entendant cela, Chuling est complètement sous le choc et incapable de réagir. Puis elle dit tu l'as empoisonné toi aussi. Quel poison as-tu utilisé? Hong Ling répond c'est la brume matinale primordiale. Dès qu'elle entend cela, Chuling se précipite immédiatement dans la grotte et dit de se dépêcher d'aller voir comment va le jeune maître. À présent, la sœur aînée se met elle aussi à les suivre, en pensant mon Dieu, la crête funéraire, le poison yin, la brume matinale primordiale. Pourquoi mon vocabulaire ne suit-il pas? Alors qu'elle court à l'intérieur de la grotte, son pied heurte soudain quelque chose. En baissant les yeux, elle aperçoit une énorme créature ressemblant à un insecte. Mais elle est morte. En la voyant, elle est choquée et demande ce que c'est. De l'intérieur, Chuling dit de ne pas avoir peur. Ce sont tous des scarabées cadavériques tués par le jeune maître. Et il n'y a aucun danger. On voit alors que lui a tué un grand nombre de coléoptères. En voyant tout cela, la sœur aînée se met à réfléchir ces coléoptères nécrophages sont tous au royaume de l'intention sensible, alors que lui n'est qu'au royaume du noyau originel. Personne ne trouve cela étrange, alors que Chuling s'enfonce plus loin à l'intérieur. Elle constate que la formation a déjà été brisée par le jeune maître, et que tout le monde peut entrer en toute sécurité. On nous montre ensuite la scène à l'intérieur où se trouvent d'énormes statues. Et sous celle-ci, Lui est assis et cultive dès qu'il le peut. En l'apercevant, Chuling s'écrie jeune maître. Au même moment, Hong Ling se dit heureusement. La brume matinale primordiale n'a pas encore éclaté. Mais on voit alors Liu Yi serrer le poing de toutes ses forces, les veines ressortant sur son bras. La brume toxique commence à pénétrer dans son corps, lui causant de la douleur. La sueur commence à couler sur son visage. Hong Ling s'écrie soudain ça ne va pas. La brume matinale primordiale nous a suivis jusqu'ici. Immédiatement, Chuling bondit en avant pour sauver Liu Yi, extrêmement inquiète. Mais à ce moment-là, Liu Yi ouvre les yeux et d'étranges veines apparaissent sur son visage. Hong Ling dit frère aîné, c'est la brume matinale primordiale. Tu ne pourras pas y résister. Laisse maître t'aider. Laisse-la utiliser le pouvoir Tian pour te figer temporairement. À ce moment-là, du sang commence à couler de la bouche de Liu Yi, et il se met à hurler. Chuling dégaine immédiatement son épée et dit que le jeune maître leur a ordonné de partir, et qu'elle est sa protectrice du Dharma. Les larmes lui montent aux yeux tandis qu'elle ordonne à tout le monde de se retirer. En entendant cela, Hong Ling se retourne et Maître B se détourne également. Hong Ling dit très bien, partez donc, ça m'est égal. Maître B dit allons-y. Il n'a pas besoin d'aide de toute façon. Alors qu'ils sortent, soudain, une énorme explosion se produit à l'intérieur de la grotte. Des flammes intenses jaillissent. En voyant cela, tous deux sont complètement sous le choc. Maître B s'écrie Liu Yi. Elle se met à réfléchir. Cet espace du palais souterrain
La scène commence alors que Hong Ling s'effondre en larmes en s'écriant Maître. J'ai tué Lu Yi. Je l'ai tué une fois de plus. Il avait clairement 9 vies. Pourquoi? Maître Bei se retourne lentement et la regarde. Puis elle tend le doigt vers l'avant. Et une étrange aura bleue s'y rassemble. Elle dit calmement à Hong Ling. Tout va bien. Repose-toi. Tandis qu'elle parle, elle utilise son pouvoir et Hong Ling s'endort instantanément. Son corps se calme enfin, tenant Hong Ling dans ses bras. Maître Bei reste assise là en silence. Son expression s'assombrissant tandis qu'elle se dit en son fort intérieur lui. Exactement. Quelle souffrance endures-tu? À ce moment-là, la sœur aînée arrive derrière elle et demande doucement et si on allait jeter un œil à l'intérieur? Maître Bei ferme les yeux et répond attendons encore un peu. 2 heures plus tard, une forte aura violette continue de jaillir de la grotte. Maître Bei s'en approche lentement et murmure l'infini est atteint. Lu Yi a franchi le cap. Je vais aller jeter un œil. Sur ces mots, elle pénètre dans la grotte. Dès qu'elle entre, des pierres brisées jonchent le sol et une aura dense envahit les lieux. Après avoir avancé un peu plus loin, elle aperçoit enfin Lu Yi. Il est assis par terre, dans un état semi-conscient. Son corps dégage une intense énergie violette qui pulse sans discontinuer. Voyant son état, Maître Bei demande Lu Yi. Comment vas-tu? Lu Yi ouvre lentement un œil. Son visage est baigné de sueur, et il prend une profonde inspiration avant de répondre je vais bien. Maître, puis-je vous demander, quel poison m'avez-vous administré? Maître Bei reste silencieuse un instant, puis dit le poison que je t'ai administré s'appelle le Teilin Marrow Bug. Il peut. Mais avant qu'elle n'ait pu terminer, Lui lève la main pour l'arrêter. À chaque fois que je franchis un cap, un nouveau poison apparaît. Maître, quel numéro occupez-vous parmi ceux qui m'empoisonnent? Maître Bei hésite et dit je ne sais pas trop moi-même. Lu se lève alors et dit calmement alors. Il n'y a pas besoin de continuer. Je rentre. Il passe devant elle et ajoute Maître. Vous avez sûrement déjà franchi le seuil du royaume de l'intégration du Tao. Alors le poison du chaos devrait avoir stabilisé votre état à présent, n'est-ce pas? Il laisse échapper un petit rire en s'éloignant. Puis il se retourne une dernière fois et dit. Ce genre de douleur. Vous devriez maintenant comprendre. Après avoir dit cela, il s'en va. Maître Bei reste là, immobile. Elle le regarde sortir de la grotte, le visage empreint de tension et d'inquiétude. Hong Ling se réveille soudainement et crie frère aîné. Elle se redresse, paniquée, et demande immédiatement comment va le frère aîné. Comment va-t-il? À ce moment-là, Maître Bei arrive et dit Hong Ling. Ne t'inquiète pas trop, il va déjà bien. Mais Hong Ling a l'air perplexe et dit vraiment? 7 jours se sont-ils déjà écoulés? La brume matinale primordiale met 7 jours à se dissiper. Maître Bei répond un seul jour s'est écoulé. Mais à en juger par le calme de la réaction de Liu Yue, il devrait aller bien. Elle pose sa main sur l'épaule de Hong Ling et poursuit oublie Liu Yi. L'ancien champ de bataille choisi par le ciel s'ouvrira dans 6 mois. Tu pourras alors voir Feng Wuxia. En entendant le nom de Feng Wuxia, Hong Ling est stupéfaite. Elle se dit Feng Wuxia. C'est ça? Comment ai-je pu presque l'oublier? Mais soudain, elle se lève et dit non. Je dois veiller sur mon frère aîné. Et elle se précipite dehors immédiatement. Derrière elle, son maître Bei pousse un profond soupir et murmure il semble que, dans cette vie, elle soit complètement tombée amoureuse de lui. Quelque temps plus tard, Hong Ling arrive devant la chambre de Li Yue. Chu Ling est déjà assise là et, en voyant Hong Ling, elle a l'air surprise et dit Sœur Hong Ling. Hong Ling s'avance et dit je vais veiller sur le frère aîné avec toi. Elle s'approche de la fenêtre, pose sa main dessus et dit doucement frère aîné. J'avais tort. Tu dois rester en sécurité, à l'intérieur de la chambre. Lu Yi est assis sur son lit, dans une posture de méditation. Il ouvre lentement les yeux et dit j'ai enfin réussi. Dans sa main se trouve une étrange petite âme, une version miniature exacte de lui-même. Une énergie spirituelle dorée rayonne de cette âme. Liu Yue sourit et dit je ne m'attendais pas à ce que la brume matinale primordiale soit si efficace. Elle peut même raffiner l'âme naissante. Mais soudain, la petite âme lui fait un doigt d'honneur et gonfle les joues de colère. Voyant cela, Lu Yi éclate de rire. Il dit oh, donc ce n'est pas seulement un infini de cadres, mais un infini de cadres, un infini de jointures identiques. Une lueur vive brille dans ses yeux alors qu'il déclare dans cette vie. Je vous laisserai tous loin derrière moi et je regarderai comment vous disparaîtrez le moment venu. La scène change. Une cloche massive au sommet d'une tour sonne bruyamment. Une annonce résonne disciple de la 9e génération. Obéissez à mon ordre. Rassemblez-vous tous devant le grand pavillon du Tao. Liu Yi, qui est assis dans sa chambre en train de boire du thé, entend l'annonce et dit que s'est-il passé? À ce moment-là, son système émet soudainement un bip et un panneau apparaît. Le système dit Maître. Avez-vous oublié? L'ancien champ de bataille choisi par le ciel s'est ouvert. Louis est légèrement surpris, mais dit ensuite. L'ancien champ de bataille choisi par le ciel. Dans ma vie passée, lorsque j'y ai participé, je n'étais qu'au 6e niveau de l'origine, le royaume du noyau. Mais dans cette vie, je suis déjà au 5e niveau de la configuration, le royaume infini. Je vais certainement accomplir de grandes choses. Sur ces mots, il se met immédiatement en route vers le champ de bataille, debout sur son épée volante. Allons-y. Il est temps de se diriger vers le grand pavillon du Tao. Peu après, au grand pavillon du Tao, d'innombrables disciples se sont déjà rassemblés. Un ancien s'avance et annonce que des anomalies sont apparues dans les cieux anciens, et que le champ de bataille élu s'ouvrira bientôt dans la vallée des 9 dragons de la région centrale. Ce champ de bataille ancestral s'ouvre une fois tous les millions d'années, et les ressources qu'il renferme sont extrêmement abondantes.
toute personne âgée de moins de 100 ans peut y entrer, ce qui en fait le champ de bataille le plus adapté pour vous tous. À ce moment-là, Shuling s'approche derrière lui et dit: jeune maître, vous y allez, n'est-ce pas? Cependant, il est rempli de dangers, d'intentions meurtrières et d'innombrables menaces. Les esprits des morts vivants des cieux anciens hier, et les élus parmi les esprits démoniaques, les monstres et les races fantomatiques y entreront également. Les autres sectes tueront pour voler les trésors. Alors réfléchissez bien et agissez avec prudence. Elle se tait. Au même moment, on voit également Hong Ling observer Liu Yi en silence. Puis, on aperçoit brièvement Feng Wuxia. Hong Ling se dit en elle-même: Feng Wuxia, nous allons à nouveau combattre côte à côte. Nous avons vu qu'un royaume secret était sur le point de s'ouvrir. Comme mentionné précédemment, il était censé s'ouvrir après un certain temps. Mais il ne reste désormais que très peu de temps avant qu'il ne s'ouvre réellement. À ce stade, il est sur le point de s'ouvrir. Tout le monde ici est déjà prêt à se diriger vers l'endroit où il apparaîtra. Le dispositif est désormais en place. Et de là, un vaisseau amiral arrive, transportant des personnes vers cet endroit. Louis est le premier à monter. Juste derrière lui, celui qui est censé l'accompagner. Eh bien, pas un traître, mais Shuling le suit. Shuling monte et dit: maître, attendez un instant. Nous venons aussi. Pendant ce temps, on voit un endroit sombre où quelqu'un crie avec enthousiasme: oh, mon Dieu! Enfin, le champ de bataille s'est ouvert. On attendait ça depuis longtemps. Puis, en riant, il dit: allez, mes enfants, mettez le feu à tout. Pas un seul génie de l'étincelle Rodin ne doit rester en vie. Répandez notre nom partout, car nous sommes sur le point de semer un chaos monumental ici. Ce sont tous des démons. De l'autre côté, on voit la race des monstres. Leur plus grand chef apparaît et dit enfin: le champ de bataille, le royaume secret, est sur le point de s'ouvrir. Dès qu'il s'ouvrira, je veux de l'essence humaine. L'essence vient de l'intérieur des humains. Et il déclare en outre: quiconque m'apportera l'essence et les ressources les plus puissantes, je le promouvrai. Je ferai de lui un roi des monstres et le guiderai personnellement, lui enseignant des techniques suprêmes afin qu'il puisse maîtriser les arts monstrueux ultimes. En entendant cela, tous les monstres s'emballent et déclarent qu'ils sont prêts à tout et n'épargneront personne. Parmi eux, on remarque un monstre qui semble être une femelle. Elle se dit dans cette vie: je dois tuer l'empereur des monstres spirituels, ce n'est qu'après l'avoir éliminé que la paix reviendra parmi la race des monstres. Revenons maintenant à Louis, qui est déjà parti. En chemin, tout le monde voyage ensemble. Lorsqu'un type excité dit: savez-vous quelle dynastie et secte arrive? 3 dynasties et 5 sectes vont arriver, et nous en faisons partie. Il poursuit: frère Louis, je veux vous dire quelque chose que vous ignorez peut-être, mais je vais vous expliquer quelle force arrive. Puis il commence à les énumérer, expliquant les grandes puissances de la région centrale vers laquelle il se dirige, y compris plusieurs dynasties et 5 grandes sectes. Il continue avec empressement à les nommer, juste pour frimer devant Hong Ling, énumérant des sectes comme la secte du jeune Yang, la secte du suprême Sceau, la secte de la montagne, la secte de la tour sacrée et d'autres. Hong Ling le regarde d'un air étrange, visiblement agacé. Elle semble vouloir que quelqu'un le fasse taire. Louis finit par l'interrompre en disant: ça suffit. Combien de noms vas-tu encore citer? On verra bien quand ils arriveront. Mais le type insiste pour finir, affirmant qu'il est important d'avoir des informations et que beaucoup de choses sont sur le point de se passer. Ils doivent donc être prudents. Pendant ce temps, Shuling s'approche de Hong Ling et dit: on va bientôt arriver. Viens vite. Je veux te montrer quelque chose. Bientôt, nous apercevons un lieu de rassemblement où tout le monde doit se réunir. Un vaisseau volant atterrit et les gens commencent à descendre. Tout le monde les observe. Quelqu'un commente: waouh, les filles de la secte Yongyang sont incroyables, tellement belles et séduisantes que je ne peux même pas les quitter des yeux. Un autre ajoute que même le pavillon de l'Union Joyeuse compte des filles époustouflantes, et que de nombreuses personnalités puissantes arrivent. Il mentionne également que cela va apporter de bonnes affaires à la ville, puisque les gens riches vont dépenser beaucoup. Puis nous voyons 2 membres de la secte Yang, la Sainte Vierge, Liu Yuan, et le Saint-Fils, Yang Wuf. Les gens commencent à spéculer que, puisque l'un est yin et l'autre yang, ils pourraient être des compagnons taoïstes. Lorsque le yin et le yang s'unissent, cela crée une réaction puissante, augmentant leur force grâce à la double cultivation. C'est courant dans leur secte. Ils pourraient donc former un couple, ou peut-être pas. Ce ne sont que des spéculations. De l'autre côté, les membres de la secte de la Source suprême arrivent. Leur aura est extrêmement puissante, et leur simple présence crée une pression intense. Leur intention d'épée est si forte que les gens en sont stupéfaits. L'un d'eux plaisante nerveusement en disant que son 3e tremble, puis se corrige rapidement en précisant qu'il veut simplement dire que leur cultivation est incroyablement forte. Puis notre groupe principal arrive, l'équipe du Grand Dao. Leur entrée est grandiose, et les gens sont émerveillés. 3 belles jeunes filles descendent, avec Louis devant elles. La situation est très différente de celle d'avant. Dès qu'une des sœurs aînées descend, le fils sacré, Yang Wufao, s'approche pour flirter. Il se présente et lui demande son nom. Elle répond froidement: je m'appelle Zhao Rong, et je ne suis pas ravi de vous rencontrer. Il demande alors les noms des 2 autres. Mais Hong Ling se met en colère, et lui dit de dégager. Il recule en marmonnant à propos de leur attitude. Lui observe en silence, le reconnaissant d'autrefois et se rappelant comment il l'avait autrefois roué de coups. Peu après, Lui s'en va et s'envole pour s'entraîner seul.
L'une des filles le remarque et lui demande où il va. Mais il ne répond pas. Il y a en lui une profonde rancœur qui ne s'apaisera pas facilement. Il s'assoit et commence à cultiver alors même que le royaume secret est sur le point de s'ouvrir. Les gens s'agacent en disant mais quel genre de type est-ce donc? Même dans un moment pareil, il cultive. Les filles essaient de lui parler, mais il les ignore, ce qui agace encore plus les autres. Puis quelqu'un dit oubliez tout ça. Je vais vous montrer la vraie beauté. Le prince de la dynastie de l'empereur suprême est sur le point d'arriver. Le troisième prince, Shang Guan-Wiking, arrive en compagnie de la princesse Shang Guan-Wanling. Ils ont tous deux un statut extraordinaire. Quand Louis entend son nom, il réagit, mais dit que cela n'a plus d'importance pour lui dans cette vie. La princesse remarque Louis et se dit c'est Louis. Que s'est-il passé entre lui et ses deux filles? Pourquoi ont-elles l'air si tristes? Ne le détestions-nous pas tous profondément? Sa compagne lui demande ce qu'elle regarde, tout en louant la beauté des filles à proximité. Elle lui dit de ne pas regarder Louis et ajoute il n'est pas de ton niveau. Ne le provoque pas, sinon tu en subiras de graves conséquences. Mais il répond avec arrogance qu'une fois qu'ils auront pénétré dans l'ancien champ de bataille, sa première cible sera Louis. La princesse esquisse un sourire froid et pense peut-être devrais-je laisser Louis s'occuper de lui. Cela me faciliterait les choses. Ses pensées sont sombres et calculatrices. Mais son compagnon, qui n'en a pas conscience, avance avec assurance et se met en valeur. Finalement, après un certain temps, des lumières vives commencent à apparaître, et tout le monde se rassemble alors que le moment de l'ouverture des royaumes secrets approche. Nous voyons ici que quelqu'un annonce que le champ de bataille choisi, le royaume secret, s'est enfin ouvert. Dès qu'il s'ouvre, quelqu'un s'y précipite immédiatement. Et cette personne n'est autre que Louis. Il est très pressé et entre directement sans perdre une seconde. Shuling, qui l'accompagne, l'interpelle jeune maître. Attendez-moi, s'il vous plaît. Mais il ne s'arrête pas et va tout droit à l'intérieur. À son entrée, les gens commencent à discuter entre eux, se demandant pourquoi il est si pressé d'y aller le premier. Il réalise alors que le disciple du grand Tao a réussi à pénétrer dans le royaume secret. À présent, le saint soleil de la secte du jeune Yang est extrêmement jaloux. Il dit comment ose-t-il entrer le premier? Je ne le laisserai pas partir. Et le suit immédiatement à l'intérieur. Bientôt, tous deux pénètrent ensemble dans le royaume secret. Le fils sacré dit, furieux c'est moi qui suis entré le premier, et tu m'as suivi. Mais peu importe aujourd'hui, je vais te tuer. Louis répond calmement oh, tu vas me tuer? Voyons bien qui tuera qui. De toute façon, je te déteste déjà. Tous deux sont prêts à se battre, tant l'hostilité entre eux est profonde. Le Saint-Fils lance la première attaque en utilisant une technique puissante. C'est une attaque forte et impressionnante. Mais juste au moment où elle est sur le point de toucher Louis, Louis la détruit d'un seul coup de poing. Puis il dit c'est tout le pouvoir dont tu disposes? Le Saint-Fils, légèrement surpris, répond waouh, je ne m'attendais pas à ça. Tu as quand même un certain talent. Je pensais que tu mourrais en un seul coup. Louis répond froidement c'est donc tout ce que tu as dans le ventre. Je pensais que tu serais plus fort, mais on dirait que c'est là ta limite. C'est maintenant à ton tour d'affronter ma puissance. Sur ces mots, Louis utilise sa technique de paume appelée le point céleste vénérable. Cette attaque est extrêmement puissante et ne doit pas être prise à la légère. Alors qu'il frappe, le fils saint tente de résister, mais il est complètement submergé. Au moment où l'attaque le touche, il est projeté en arrière. Il perd son souffle et meurt sur le coup. Il ne se relèvera plus jamais. Louis s'approche de son corps et dit tu es venu me défier avec ce niveau de force. Dans ma vie passée, tu aurais peut-être tenu plus longtemps, mais dans cette vie, tu n'as même pas pu résister à une seule attaque. Quelle déception, Saint-Fils. Il retire alors la bague de son doigt et dit je vais prendre ça en compensation. Après cela, il se dit maintenant, je dois retrouver mon épée sans elle. Ma vie me semble incomplète. Il est entré dans le royaume secret précisément pour retrouver son épée la plus puissante. Plus tard, lorsque d'autres pénètrent dans le royaume, ils découvrent le cadavre du fil sacré et sont complètement sous le choc. Ils se demandent qui a bien pu faire cela. Le Saint-Fils était un titre puissant réservé aux individus forts. Et pourtant, il a été tué d'un seul coup. Tout le monde est effrayé et désorienté, incapable de croire ce qu'il voit. À l'extérieur du royaume, un cristal se brise soudainement. Les gens réalisent immédiatement que quelqu'un a été éliminé et commencent à se demander quelle pierre de vie s'est brisée. On apprend que le Saint-Soleil est mort, tandis que la jeune fille sacrée est toujours en vie. Elle demande à un ancien ce qui s'est passé, et celui-ci confirme la nouvelle choquante. Elle s'écrie avec colère ce bon à rien. Je savais qu'il nous ferait honte. Elle décide alors d'enquêter personnellement sur ce qui s'est passé et de découvrir qui l'a tué. Pendant ce temps, les gens à l'extérieur commencent à colporter des ragots, affirmant que le jeune fils sacré de la secte Yang s'est avéré extrêmement faible. Mourant si facilement, ils se moquent de lui et ternissent sa réputation, le traitant d'inutile malgré son statut élevé. À ce moment-là, le prince de la dynastie de l'empereur suprême arrive. Après avoir tout vu, il dit des livres comme celui-ci ne seront pas ennuyeux. Ça va être intéressant. Puis il pénètre lui aussi dans le royaume secret. La princesse le regarde partir avec un sourire mortel et pense vas-y, tu ne t'ennuieras pas du tout. Une grande surprise t'attend. Une surprise qui t'attend depuis longtemps. Ses pensées sont sombres et pleines d'intentions cachées. À l'intérieur du royaume secret, on voit une zone remplie d'épées de pierre. Lui y arrive et dit avec émotion tu ne sais pas à quel point tu m'as manqué. Chaque instant sans toi me semblait incomplet. Sans toi, je ne peux même pas utiliser d'autres armes.
Il s'adresse à son épée. Alors qu'il avance, d'innombrables épées l'attaquent. Mais il les détruit toutes et continue d'avancer. Il dit on dirait qu'il est temps de se battre à nouveau. D'un coup puissant, il détruit tout ce qui se trouve devant lui, se frayant ainsi un chemin. Enfin, il atteint l'épée de pierre qu'il cherchait. Il s'en approche lentement, plein d'excitation, et dit tu m'as tant manqué pendant toutes ces années. Tu m'as tellement manqué, ma chère. Puis il s'en empare et dit ne sois pas perplexe ni effrayé. Ton véritable maître est de retour. À ce moment-là, une puissante énergie jaillit. Soudain, une voix répond qui est-ce que tu traites de désorienté? Qui a dit que j'avais peur? Je n'ai peur de personne. Je fends quiconque se dresse devant moi. C'est l'esprit de l'épée qui parle. Louis comprend alors. C'est l'esprit de mon épée. Il se souvient que l'esprit de l'épée a un caractère timide et ne se révèle pas facilement. Mais que s'il reste avec lui, il deviendra bien plus fort. Il déclare avec assurance qu'il va lui montrer ce que signifie vraiment la véritable force. Une énorme quantité d'énergie continue de jaillir tandis qu'il parle à l'esprit, pour savoir si celui-ci l'accepte.